Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis Nina Vandenberg, je suis secrétaire générale au Phénix. Alors on est dans ce contexte de mutation un peu profonde de notre société. Le spectacle vivant, tout comme le service public en général, connaît une mutation, une crise un peu sans précédent. Et nous sommes alliés au Syndéac, qui est donc le syndicat des entreprises culturelles, je vais y arriver, dont le Phénix est adhérent, pour vraiment défendre cette notion, cette importance du service public. Et je vous incite à lire la petite citation de Jean Vilar, qui ne vient pas d'être installée sur notre mur, qui est vraiment une citation qu'on défend. Alors il faut remplacer, c'est vrai que Antoine m'a fait remarquer ça tout à l'heure, il faut remplacer le théâtre par le spectacle vivant est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain ou le vin. Voilà, Jean Vilar est encore présent parmi nous. En fait, donc, avec le Syndéac, plein de débats se sont organisés partout en France, dans beaucoup de structures culturelles, donc sur des thèmes différents. Nous, ici, au Phénix, on a eu envie de vous proposer ce pas de côté réflexif sur le lien entre la culture et les politiques de la ville. Voilà, je suis ravie. Je remercie nos intervenants d'avoir répondu à l'invitation et je vais les présenter. Voilà, je remercie Marie Cornillon, donc, qui est directrice générale de la Société immobilière du Grand Hainaut et qui est donc un bailleur social du territoire du Valenciennois et qui est un partenaire fort du Phénix avec qui nous pouvons aller dans les quartiers du Valenciennois pour travailler, et notamment avec le collectif XY que représente ici Antoine Billot, qui est directeur de production du collectif et avec qui aussi le Phénix a un long partenariat depuis de nombreuses années, et avec qui on a arpenté pas mal de quartiers, notamment politique de la ville. Et notamment très récemment à Saint-Saulve, vous découvrirez un peu tout ça, mais je pense qu'Antoine en parlera. Et également Pascal Lebrun-Cordier, donc il y a énormément de casquettes. Et là, du coup, il a tellement de casquettes que j'ai une anti-sèche. J'ai une anti-sèche, merci. Vous êtes donc professeur associé à l'École des Arts de la Sorbonne, responsable du master projet culturel dans l'espace public, bien sûr, directeur de Ville in Vivo, mais surtout expert de l'urbanisme culturel, cofondateur du mouvement de l'urbanisme culturel. Et bien sûr, je remercie également Mathieu. Nicolas Herbeau, journaliste à France Culture, voilà, d'animer le débat. Et également, nous avons Bastien Fromonteil et Ludivine Guignot qui vont du coup signer le débat toute la soirée. Et je passe la parole à Fabienne Chaugnard. Bonsoir à tous et toutes. Donc moi, je suis Fabienne Chaugnard, je suis vice-présidente du Syndéac. Je dirige un théâtre, une scène conventionnée à Albertville, et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je voulais tout d'abord remercier le Phénix pour cet accueil. Effectivement, le syndicat a souhaité organiser, suite à un long travail et à la publication d'un livret qui s'appelle « Pour un service public des arts et de la culture », sur lequel nous avons travaillé il y a quelques années, engendrer, suite à cet écrit, des débats au croisement des services publics. Il s'en tiendra une bonne dizaine en France. Ça a déjà commencé. On a eu des débats à Montluçon, Marseille, Saint-Nazaire, Sète récemment. Et l'idée, c'est vraiment d'imaginer des liens entre les services publics et potentiellement de la contradiction, de l'échange sur ce qui nous lie ou pas. Parce que l'idée, c'est qu'on ne soit pas forcément que dans le consensus, mais je pense que ce sera l'occasion d'en débattre ce soir. Donc voilà, c'était très important pour nous de pouvoir être moteur d'un certain nombre de sujets, et notamment de faire la promotion de ce qui nous semble important, c'est-à-dire le service public des arts et de la culture en lien avec tous les autres services publics. Alors moi, je ne veux pas critiquer Jean Vilar, mais comparer le théâtre à l'eau, le gaz, l'électricité, je préfère évoquer l'éducation nationale, la justice,
la relation à la police, comme on l'a eu également dans les échanges, l'éducation artistique et culturelle. Voilà, tout cela me semble plus proche des arts et de la culture, l'urbanisme, bien évidemment, que le gaz, l'eau et l'électricité, même si c'est au quotidien aussi très important. Merci aux intervenants. Oui, non, mais je veux pas. C'était juste une blague, hein, cette petite référence à Jean Vilar. Le débat ne va pas. Jean Vilar. Le débat ne va pas porter là-dessus. Donc, je vous laisse la parole et encore une fois, merci pour l'accueil. Merci à toutes les deux et effectivement, merci à vous tous et vous toutes d'être venus. Madame, vous aurez la parole tout à l'heure puisque on va commencer par une discussion tous les quatre et ensuite on vous donnera la parole pour évidemment vos réactions, vos questions, vos suggestions. Vous pourrez partager tout cela avec nous dans quelques minutes. Combat pour l'égalité que mènent donc les acteurs de la culture et les acteurs de la rénovation urbaine. Je fais exprès de séparer ces deux acteurs parce que de prime abord, on peut se demander, peut-être pas vous ce soir dans la salle, mais on peut se demander de manière générale pourquoi est-ce que on met ces deux champs d'action côte à côte qui paraissent un peu disjoints, sinon séparés. On va découvrir d'ailleurs que vous, nos intervenants et intervenantes, vous prenez un chemin commun et vous essayez effectivement d'arriver à un même objectif. Vous allez d'ailleurs nous dire si vous avez tous les trois le même objectif au final. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Mais l'idée, c'est de faire des quartiers qu'on appelle souvent prioritaires. On ira voir aussi ce que ça veut dire. Des lieux de vie comme les autres, avec une histoire reconnue, une histoire mise en valeur, une sensibilité aussi, une solidarité et un vivre ensemble qu'on souhaite à tous et toutes et qu'on se souhaite d'ailleurs à tous et toutes. Les services publics sont essentiels pour faire société, on en est tous convaincus. Si la volonté de ces débats est de refaire des théâtres une agora de discussion, nous y sommes. Merci au Phénix d'y participer. On va dialoguer ce soir entre culture, urbanisme donc, et action publique. Je ne vais pas représenter nos invités puisqu'ils ont déjà été présentés, mais on va commencer peut-être plus directement par un peu de définition tout de même. Comme c'est votre métier, Marie Cornillon, est-ce que vous voulez bien vous lancer, nous dire comment est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire renouveler la ville, rénover la ville et l'habitat? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on entend par rénovation urbaine? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil ce soir. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de se reposer 2 minutes sur ce que ça représente une rénovation urbaine parce qu'on a toutes et tous en tête des images de tours qui s'effondrent ou de quartiers avant, après transfigurés. Et ici, à Valenciennes, on a des exemples assez parlants de rénovation de quartier, notamment le quartier de la Chasse-Royale qui a été profondément transformé. Mais ce n'est pas que ça, et c'est surtout pas à ça qu'il faut le réduire, parce qu'en fait, un vrai projet de rénovation urbaine, c'est un projet global. Et on est vraiment, nous, bailleurs sociaux, en tout cas extrêmement vigilants à ce que ça reste bien un projet global et qui démarre par un diagnostic vraiment très large de la cité, du quartier, à savoir écouter les forces en présence, les associations, les acteurs publics, les habitants du quartier eux-mêmes, faire un diagnostic complet de la façon dont le quartier vit pour déterminer ensuite, ensemble et de manière partenariale, des plans d'action. Et on est face à des quartiers qui sont parfois très différents et qui nécessitent des plans d'action très différents. On peut rentrer un peu dans le détail des enjeux. Il peut y avoir des sujets de quartiers sur lesquels il y aurait un vieillissement important de la population ou des quartiers où il y aurait beaucoup de familles monoparentales. Ils n'ont pas la même façon d'utiliser l'espace public, ils n'ont pas les mêmes besoins. On peut avoir des quartiers dans lesquels il y a de la violence, de la délinquance, des quartiers dans lesquels on a des problèmes de mobilité, des quartiers qui seraient un peu excentrés, des transports urbains, etc. Et donc le diagnostic, il doit amener les partenaires en présence à définir ensemble des plans d'action, parce qu'évidemment, ce n'est ni un sujet exclusif de l'État, ni un sujet exclusif du bailleur social, enfin voilà, je pourrais continuer. C'est vraiment un travail partenarial et sur mesure qui doit être mené. Et je pense que ça, on a appris à le faire avec les premiers projets qui sont sortis, notamment les projets en rue. On a appris Alors, aussi... l'ANRU, c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui est née au début des années 2000, si je ne dis pas d'ânerie, et notamment portée par Jean-Louis Borloo, qu'on connaît bien ici.
Tout à fait. La rénovation urbaine, elle a eu son agence, elle l'a toujours d'ailleurs, et on milite, nous, en tout cas, pour qu'elle reste vivante et qu'elle continue à travailler parce qu'elle a fait ses preuves, notamment dans le cadre de cette approche très globale qui, justement, permet aux acteurs en présence de bénéficier d'autres modalités d'action et notamment des actions qui pourraient paraître assez éloignées du sujet de la rénovation du bâti, comme celui de la culture, par exemple. On va rentrer dans ce sujet-là. Pascal Lebrun-Cordier, Marie Cornillon vient de nous décrire quelque chose de très simple, en fait. C'est que quand on rénove, on fait du sur-mesure. On n'applique pas sur tous les quartiers, sur toutes les villes, dans tous les coins de France, les mêmes schémas. En tout cas, ça paraît simple comme ça et évident, parce qu'il y a une singularité à chaque endroit, parce que les habitants ne sont pas les mêmes aussi. Ah oui, c'est capital, effectivement, de faire ce travail de diagnostic que Marie évoquait, de le faire avec les outils classiques de la sociologie, mais aussi avec des outils un peu décalés. Alors pour attaquer tout de suite le sujet, voilà, j'attaque. On pratique dans l'urbanisme culturel, dans ce champ de pratique et de pensée qu'on développe depuis une quinzaine d'années, on pratique l'enquête sensible, qui est une façon de venir compléter les diagnostics classiques, très intéressants et très bien conçus, hein, bien sûr, sur qui vit là et avec quelles ressources et pour faire quoi. Mais nous, on va chercher avec l'enquête sensible à capter justement ce qui n'est pas forcément identifié dans les enquêtes traditionnelles. C'est-à-dire ce qui se joue dans l'imaginaire. Alors, je vais être très concret. On a mené un projet à Nanterre pendant 3 ans. Et on a commencé par une enquête sensible. Et j'ai expliqué aux étudiants que l'enquête sensible, c'était d'abord une enquête sensible. Ça paraît évident. C'est-à-dire sans cible. On ne sait pas quelle est notre cible. On ne sait pas ce qu'on cherche. C'est ce qui distingue une enquête sensible des diagnostics où on a quand même une idée assez précise de ce sur quoi on va travailler. Là, moi, je leur ai dit, on ne connaît pas le quartier, on va y habiter, on était là tous les jours, 5 jours par semaine. Redites-nous juste peut-être, Pascal, pardonnez-moi, mais dans quel cadre, quand vous dites on, alors oui, qui est ce on? Alors le on, c'est 20 étudiants du master projet culturel dans l'espace public, toute une série d'intervenants, d'enseignants dont je fais partie, et on était dans ce quartier invité par un bailleur, Séquence, et l'APES, qui fait du développement social urbain, et invité à résider dans le quartier. C'était une sorte de permanence, de résidence, voilà, en vue d'une rénovation, donc pour essayer de faire en sorte que les gens se sentent concernés par la rénovation urbaine, qu'ils n'en soient pas spectateurs ou spectatrices, mais qu'ils se sentent partie prenante de cette vaste opération qui va transformer leur cadre de vie. Ça, c'était l'enjeu que j'avais codéfini avec la ville de Nanterre aussi. Alors, je continue à raconter parce Allez-y, que ben oui. Ça prend 5 minutes. Allez-y. Mais c'est pour répondre à votre question et à l'importance, effectivement, de faire du sur-mesure. Et donc, pour ça, on est rentré en lien avec les gens du quartier et on a mis en place une douzaine d'outils d'enquête sensible qui visaient, l'objectif de l'enquête sensible, c'est que même s'il n'y a pas de cible claire, c'est quand même d'essayer de capter quelque chose de la vie sensible. C'est-à-dire comment on vit là, ici, mais aussi à quoi les gens sont sensibles, ce qui fait sens pour eux, et aussi ce qui est sensible au sens touchy du terme, c'est ce dont on ne parle pas, ou en tout cas pas tout de suite. Et donc parmi ces outils, il y avait essentiellement un travail d'observation et de discussion. Donc l'observation, on se balade, on habite là, on est là à différentes heures de la journée, toute la semaine, parfois même le soir ou le week-end. On regarde ce qu'on trouve par terre, on ramasse des objets. Ça, c'est des étudiants qui ont proposé de faire de l'archéologie du présent. Donc, qu'est-ce qu'on trouve par terre? Des capsules de protoxyde d'azote. Donc, ça nous raconte des choses, mais encore d'autres choses, des tessons de bouteilles. Et on essaye de comprendre du coup ce qui se vit, ce qui se joue là, dans l'espace public. Ensuite, on a mis en place un travail d'observation des couleurs, parce que le quartier s'appelle la Cité Rose. Et une étudiante a dit, tiens, on pourrait essayer de comprendre quelles sont les couleurs du quartier. Donc on a fait une enquête chromatique pour voir quel est le pourcentage de roses, quels sont les différents roses qu'on trouve dans ce quartier. On a fait une enquête sonore, le paysage sonore. C'est au bord de l'A89, ce quartier. Et on voulait essayer vraiment de prêter attention à cette rumeur des voitures qu'on ne voit pas, mais qui sont là et dont on respire aussi la pollution.
On a fait un film, ça c'est pareil, à chaque fois des propositions d'étudiants pour s'intéresser au rythme du quartier. Et puis on a mobilisé l'ANPU, parce que vous avez parlé de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, mais il existe aussi une agence nationale de psychanalyse urbaine. Je ne sais pas si vous connaissez la psychanalyse urbaine, toutes et tous. C'est une science poétique inventée il y a une vingtaine d'années par des artistes, des urbanistes, des architectes qui visent à psychanalyser les villes et à ausculter leur inconscient. Les villes ont un inconscient comme nous et des névroses comme nous. Elles vont assez mal souvent. Et donc la psychanalyse urbaine, c'est une enquête sur, vous validez, l'inconscient de la ville, du quartier en l'occurrence, avec des outils très particuliers, une étude des cartes, des entretiens dans le cadre d'opérations d'Ivan. Et donc on établit avec l'ANPU un diagnostic et des stratégies pour guérir la ville. Et puis il y a encore d'autres outils d'enquête. On a fait beaucoup la fête des repas partagés. On a discuté avec les ados, on a fait des maquettes, énormément de choses ont été imaginées. Et ce travail nous a permis, encore une fois, de saisir des choses que le bailleur n'avait pas vues du tout. Déjà que son quartier s'appelait la Cité Rose, il ne le savait pas. Il nous avait dit, ça s'appelle Ponant et Levant. Je suis désolé pour Séquence, je ne sais pas s'il y a des gens de Séquence qui travaillent là. Mais, et donc on s'est rendu compte que la lecture que le bailleur avait tendance à avoir du quartier, c'est plutôt une lecture de tableau Excel. Alors, je suis brutal, je suis très brutal. Ah oui, comme vous êtes brutal, ouais, Pascal, vous allez poursuivre dans un instant, mais est-ce que ça, vous en avez conscience? Est-ce que ça, c'est quelque chose que, quand on est bailleur social, évidemment, on se dit comment regarder cet endroit qu'on va transformer autrement? Mais c'est vrai, c'est marrant ce que vous dites, Pascal, sur les noms, parce que nous, on a des noms de résidences. Quand on va voir un élu, il va nous parler d'une résidence en nous donnant l'adresse de la rue machin. Et quand on va voir des gens, ils vont nous parler d'un autre nom qui est celui, effectivement, qui a été donné depuis plusieurs générations à l'immeuble ou au quartier. Et c'est vrai que c'est important pour nous de savoir d'abord quel terme il faut utiliser pour que les gens sachent qu'on parle de chez eux, d'abord, avant de parler de notre tableau à nous. Et ensuite, travailler sur la mémoire. Enfin, c'est extrêmement intéressant, la sensibilité d'un quartier, la sensibilité d'une ville et ce qu'elle émane finalement à ceux qui y passent. Alors justement, on va revenir vers vous dans un instant, Pascal, mais Antoine Billot, qui est donc l'artiste du groupe, si je résume, vous m'en voudrez pas. Non, il y avait... Ça va aller mieux, vous inquiétez pas, après la question sera plus intéressante que ce raccourci. Pascal a dit quelque chose de très fort. On ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on va chercher dans cet endroit, et c'est un peu aussi la démarche de votre collectif. Si vous pouvez nous dire en quelques minutes, comment est-ce que vous, notamment dans un projet qui s'appelle Les Voyages, vous vous insérez dans un quartier? Comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, quand je dis vous, c'est vous et le collectif, vous allez aussi chercher quelque chose, mais vous ne savez pas quoi dans ces quartiers? Mais je dirais que ça rejoint pas mal ce que disait Pascal, c'est-à-dire on recherche le sensible, on n'enquête pas en revanche. On fait encore pire, c'est que on ne cherche pas à chercher, ça c'est certain, mais on se met vraiment dans la position de glaneur-glaneuse. Moi j'aime bien dire ça dans le sens où on va piocher des choses au hasard. Alors ça ne s'inscrit pas dans la même temporalité qu'une enquête, donc il y a une espèce d'urgence pour nous à collecter les choses et on va faire avec ce qu'on a pu récolter en 4 jours. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand même les artistes, on arrive avec des matériaux. Alors en l'occurrence, nous, ce sont les corps des acrobates et un geste qui est le geste de porter. Donc en allant dans l'espace public, c'était un peu le choix de la compagnie qui joue beaucoup dans les théâtres. En allant dans l'espace public, on a eu cette volonté évidemment d'aller à la rencontre des gens, ça c'est certain, mais de se dépouiller de pas mal de choses, c'est-à-dire de s'épurer au maximum. Donc nous faisons des portées acrobatiques, on a enlevé le mot acrobatique, on ne fait plus que porter ou être porté dans l'espace public et d'aller glaner des choses là où normalement les pièces sont très très écrites et millimétrées dans la salle. Donc c'était un vrai désir politique, un sentiment de participer aussi, en tout cas quand on est dans ces espaces très particuliers de, je ne sais pas comment on appelle, quartier prioritaire, politique de la ville, quartier en rénovation urbaine, parce que nous sommes intervenus dans des moments, dans des phasages de la rénovation urbaine, souvent dans les derniers quartiers qui n'étaient pas rénovés.
c'était pas pour faire patienter les gens, et tout l'enjeu pour nous, effectivement, c'est d'y trouver aussi notre place quand on est en lien ou en co-organisation. C'est des projets qu'on invente avec les organisateurs. On amène des matériaux, notre paquet de Lego acrobatique, mais on le conçoit vraiment avec les organisateurs qui peuvent être la scène nationale, mais aussi la SIGH, avec qui on a déjà eu 2 expériences, une avec les voyages et puis une tout récemment à Saint-Saulve. Eh ben, on va regarder, si vous le voulez bien, de quoi il s'agit pour que ce soit clair pour tout le monde. Cette vidéo qui raconte donc ce projet au bord des mondes. Nos bords du monde. Nos bords du monde. À Saint-Saulve, donc juste à quelques kilomètres ici. Vous allez nous en dire un mot. On regarde la vidéo et on en discute juste après. Des fois, c'est les élèves qui me portent, qui me poussent à aller vers l'avant. Et là, bon, j'ai été portée physiquement, mais aussi portée autrement par la compagnie aussi. J'ai aimé quand Ilias il m'a mis la tête à l'enfer. Martin, quand il m'a porté comme ça, j'ai beaucoup aimé. C'est quand on était devant l'école et que j'étais montée sur l'acrobate et que tu m'as dit j'aime bien ta façon de danser en bougeant de tous les côtés. J'étais heureux et ça m'a donné de l'enthousiasme à ma semaine. Et cette semaine, j'ai bien aimé qu'ils viennent chez ma mamie pour que ma maman, ma mamie, mes frères et mes sœurs, ils connaissent la compagnie XY. Ils avaient fait une pyramide et moi et ma grande sœur, on était tout en haut. Salut, c'est Malo. Moi j'aime bien être voltigeur parce que j'aime bien être en hauteur, ça fait du bien. J'aime être porteur parce que ça me fait beaucoup du bien. Des fois, c'est les élèves qui me portent, qui me poussent à aller vers l'avant. En quelques mots, Antoine Billou, vous partez d'une école et d'un lieu clos dans ce projet-là, et ensuite vous essayez de rayonner et par le lien humain, en fait, par les familles, on l'a bien compris, d'aller un peu comme une pieuvre ensuite rayonner dans tout le quartier. Oui, un petit peu ça. C'est un peu une réflexion qu'on a menée tout récemment, parce que c'est la 2e expérience qu'on mène de Nos bords du monde, qu'on a fait auparavant à Calais, qui est un théâtre qui nous a aussi beaucoup accueillis, je profite pour le dire. Et c'est pas l'antithèse des voyages, mais dans les voyages, on se conçoit comme des glaneurs, glaneuses et voyageurs, donc on va ne faire que traverser un territoire à un moment donné pour y laisser peut-être des souvenirs, des mémoires, du sensible, justement. Je crois que s'il y a bien une chose commune entre ces 2 projets, c'est que on ne vient pas simplement repérer les espaces de sensibles, on vient les nourrir aussi un petit peu. Donc c'est des petites graines qu'on va planter comme ça, mais sans prétention. Je ne crois absolument pas que les artistes vont révolutionner la vie d'un quartier. Peut-être laisser déjà quelques mémoires, c'est déjà pas mal. Mais c'est plutôt de faire entendre à tous et toutes qui vivent là, et où qu'ils vivent d'ailleurs, parce qu'on peut faire ce projet des voyages et Nos bords du monde dans le 16e arrondissement à Paris. Je pense que ça serait très très intéressant, et il y aurait peut-être beaucoup moins de participatifs d'ailleurs, je ne sais pas, mais de se dire que tout le monde a cette sensibilité en soi, simplement il faut la révéler. Alors on la révèle par l'éducation, on la révèle par l'art et la culture, et encore faut-il y avoir accès, mais que l'acte de créer appartient à tout le monde. Donc ce qu'on a fait là dans cette école à Saint-Saulve, les enfants de cette classe se sont retrouvés dans une posture de pouvoir créer, et peut-être que le porter, acrobatique ou pas, est une porte d'entrée un peu plus évidente ou un peu plus simple. En tout cas, ça rejoint, on est quand même sur une pratique physique, on n'est pas dans le sport, mais quand même un peu, donc cette capacité à s'exprimer corporellement est peut-être plus facile que par les mots ou par l'écrit. C'est un projet qui est d'ailleurs un volet aussi photographique, parce que le photographe qui accompagne le projet des voyages depuis 7 ans maintenant est aussi très moteur de ce projet-là. Donc là où je dis que c'est l'antithèse des voyages, c'est que plutôt que de traverser, et nous arrivons aux 4 coins du quartier pour venir
nouer des relations et du sensible avec les gens. Là, on va partir du macro-macro, qui est un endroit, une classe, un enseignant, une enseignante en l'occurrence, pour ensuite rayonner et se servir de moyens d'entrée aussi à d'autres endroits, d'autres espaces publics, les sorties d'école, les logements aussi des gens qui habitent, les parents, et d'irriguer un petit peu comme ça, de cette manière-là. On va revenir sur les projets des voyages avec quelques photos tout à l'heure pour comprendre effectivement où se percute, si j'ose utiliser ce terme, ce qu'on peut appeler la culture et l'urbain et la rénovation urbaine. Mais ce qu'on n'a pas encore dit, et c'est là peut-être où les deux champs d'action travaillent ensemble, c'est que la rénovation urbaine, même si c'est normalement pour améliorer la vie du quartier et les conditions de vie, c'est quand même quelque chose de très traumatique, de très traumatisant pour les habitants, Pascal Lebrun-Cordier. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire, j'imagine, avant et ensuite après la rénovation. Oui, il y a à questionner aussi ce qu'est la rénovation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on démolit, est-ce qu'on a raison de démolir. Ces questions, il faut les poser, je pense, quand on est acteur culturel, parce qu'il n'est pas toujours pertinent de démolir, on s'en rend compte aujourd'hui, et parfois des structures culturelles ou des artistes y vont malgré tout, parce qu'il y a des moyens, c'est un terrain de jeu formidable, et sans vraiment s'interroger sur est-ce que c'est judicieux ou pas. Je le dis parce que c'est quand même une réalité. C'est des ressources pour les artistes ou les acteurs culturels qui n'interrogent pas toujours la pertinence de ces projets de rénovation. Mais du coup, j'ai oublié votre question. Je voulais expliquer que vous... Mais puisque vous allez sur ce terrain-là, d'abord, je vais faire répondre Marie Cornillon sur ce point-là. Pourquoi on démolit et ensuite... comment on travaille avec des artistes, des compagnies, des collectifs, justement pour entourer cette démolition, une fois qu'on a pris cette décision, c'est-à-dire avant la démolition et après la démolition. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, au début de l'ANRU, une volonté de démolir parce qu'il fallait tourner la page et que, voilà. Bon, après, on a aussi des bâtis qui étaient aussi dans des états très, très délabrés et que parfois, il était impossible de les sauver. Moi, je suis persuadée qu'on démolit beaucoup moins aujourd'hui qu'avant et c'est tant mieux. Et tout ce qu'on peut faire pour préserver le bâti, d'abord, ça fait une rénovation de bâti, c'est 30% de gaz à effet de serre en moins qu'une démolition-reconstruction. Donc voilà. Ensuite, ça va beaucoup plus vite et ça coûte moins cher. Donc, du point de vue du technicien que je suis là, déjà, c'est beaucoup plus vertueux de réhabiliter. Après, on n'habite plus les logements aujourd'hui comme on les habitait avant. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un logement au 4e sans ascenseur, de ne pas avoir de balcon, de ne pas avoir de terrasse. Donc on a forcément, nous, le souhait dans les réhabilitations d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait il y a 20 ans, je pense. Donc il y a effectivement l'interrogation à avoir de ce qu'on souhaite faire pour ces bâtiments. Et puis, il faut que nous, bailleurs, on accepte de quitter un peu notre regard technique, parce qu'on est quand même vraiment très, très dedans, et c'est normal, on gère les loyers de nos locataires, on investit de l'argent qui est celui de nos locataires, et donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant à ce qu'on en fait. Mais on n'est pas forcément pertinent, nous, quand on toque à la porte de nos locataires, pour venir leur parler de la façon dont ils vivent, de ce qu'ils attendent de leur quartier, etc., parce qu'ils voient en nous celui qui vient chercher son loyer. Même quand ça va pas bien, on fait ce qu'il faut pour essayer de récupérer le loyer. C'est parfois difficile, on a des travailleurs sociaux qui nous accompagnent, etc. Et on n'est pas forcément légitime quand on vient leur parler d'autre chose. D'abord, on n'est pas légitime, et en plus, c'est pas forcément notre métier, donc on sait peut-être pas bien le faire. Donc on a besoin, nous, de s'entourer d'un grand nombre d'acteurs qui sont en capacité, quand ils vont chez notre locataire, de sortir un peu de ce discours il faut payer son loyer, et puis surtout au fait, tiens, pense à couper l'eau quand tu te brosses les dents, ça fait des économies, et puis mets le chauffage à 19, ça te coûtera moins cher, et puis au fait, est-ce que tu penses pas aussi à surveiller ton gamin, parce qu'en bas, voilà, on a un discours assez culpabilisant vis-à-vis des gens, en fait. Et ça, moi, je m'en rends bien compte. C'est tout un sujet aussi de culture dans l'entreprise, de façon dont on s'exprime vis-à-vis de nos locataires. Mais c'est aussi important d'aller chercher d'autres personnes, parce qu'on est dans l'urgence de la réhabilitation d'un quartier, parce qu'on est dans l'urgence de se rendre compte que le quartier vit mal et qu'il faut absolument changer de prisme pour pouvoir être pertinent. C'est intéressant parce que vous dites on se rend compte que le quartier vit mal, mais est-ce que les habitants se rendent compte que le quartier vit mal ? Est-ce qu'il est difficile de faire
d'arriver et de dire bon bah voilà, chez vous c'est pas bien, on va tout casser, on va oublier tout ce qui a pu se passer ici, parce que les habitants et les habitantes ils sont évidemment attachés à cette histoire collective qui est ici. Donc quand je disais il faut intervenir et faire intervenir peut-être des artistes ou en tout cas la culture à cet endroit-là, c'est parce que il y a aussi toute une histoire à écrire ensemble, une mémoire collective à récupérer et à conserver. Oui, et ça je pense qu'on s'en rend compte aujourd'hui, on ne se rendait peut-être pas compte il y a quelques années, quand on va voir les gens en leur disant mais c'est formidable, on va refaire à neuf votre logement, vous allez voir, vous allez vivre dans un truc super. Ils nous disent mais moi en fait j'aime bien mon papier peint que j'ai posé il y a 20 ans, j'aime bien la façon dont j'ai aménagé mon balcon, mon jardin d'hiver, ma terrasse, etc. J'ai pas envie qu'on casse tout ça. Et les techniciens du bâtiment disaient mais vous vous rendez pas compte, vous avez un logement, c'est une passoire thermique, demain vous allez avoir un truc, on sera en classe BBC, machin. Enfin, voilà. Il faut sortir de notre prisme technique et se rendre compte de ce que vivent les gens dans les logements et pas essayer de plaquer aussi nous nos propres idées sur la façon dont les gens vivent ce changement, parce que c'est un vrai changement et ça s'accompagne. Pascal Cordier-Lebrun, sur cette question justement d'accompagnement, d'histoire, de mémoire aussi. Oui, alors c'est vrai que il y a depuis des décennies des dizaines de compagnies, notamment de théâtre, qui ont fait ce travail sur la mémoire, pour révéler effectivement la mémoire, collecter la mémoire, célébrer la mémoire avant la disparition. C'est une sorte de travail de deuil aussi qui se joue dans ces projets qui ont été innombrables en fait depuis des décennies, que l'on démolit pour reconstruire. Donc ça, c'est très intéressant à souligner, mais ça n'est pas la totalité du travail artistique qui peut se faire dans ces quartiers. Il y a aussi tout un travail sur le vivre ensemble, c'est-à-dire comment des projets artistiques peuvent favoriser le fait que les gens s'écoutent, fassent des projets ensemble, ça c'est une autre part. Et puis enfin, ce qu'on a essayé de faire nous à Nanterre, même si on a aussi travaillé sur la mémoire d'ailleurs du quartier, puisque 80 logements devaient être démolis, c'est voir dans quelle mesure les projets artistiques et culturels peuvent favoriser l'encapacitation citoyenne des habitants. L'encapacitation. C'est comment on se sent déjà plus légitime pour prendre la parole, pour comprendre ce qui se joue, le jeu d'acteur, c'est-à-dire que fait la mairie, que fait le bailleur, qui est qui finalement. Souvent les gens ont une vision un peu floue. Et puis c'est comment ensuite on agit. Donc se sentir légitime, comprendre le jeu d'acteur, comprendre la situation et agir, s'organiser. C'est l'empowerment chez les anglo-saxons, l'empuissancement, terme qu'on utilise parfois, ou l'encapacitation, c'est ça. Et donc là, les projets artistiques et culturels que l'on développe visent aussi ce travail, cette encapacitation citoyenne. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour, encore une fois, faire passer la pilule, parce qu'une grande partie de ces projets ont pu servir à ça, ou servent encore à ça, mais on est là pour soutenir des dynamiques d'encapacitation, il n'y a pas d'autre terme, pour soutenir ce qu'on appelle le droit à la ville également, qui est une notion très importante en urbanisme, dans l'histoire de l'urbanisme. C'est dans les années 60, Henri Lefebvre, un penseur, qui a dit voilà, il faut faire la ville autrement, c'est pas uniquement réservé aux techniciens, aux ingénieurs, la ville c'est notre affaire commune, c'est notre œuvre commune, c'est un projet démocratique faire la ville. Lefebvre a développé ses thèses dans les années 60 et encore aujourd'hui, beaucoup d'acteurs culturels, d'urbanistes, d'aménageurs, d'architectes, de citoyens, d'associations, dans l'éducation populaire, dans le champ de la culture, se retrouvent dans cette conviction que la ville, c'est une affaire politique, c'est une affaire démocratique. Donc l'encapacitation s'inscrit dans cette perspective et elle peut se faire avec des artistes et des acteurs culturels, avec des projets d'art en commun, avec des projets comme ceux que XY peut développer, parce qu'on voit la force incroyable de ces projets. Moi, la dernière fois que j'ai vu XY, c'était il y a 2 ans, je crois. On est bouleversé parce qu'on sent ce qui se joue dans le contact. Vous disiez tout à l'heure, ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que ça fait du lien. Ce sont des projets qui relient les personnes, qui connectent les gens par le corps, par le regard. Vous avez vu la qualité des regards, l'attention que favorisent ces projets. Donc, de mon point de vue, ce type de démarche soutient d'une façon ou d'une autre quelque chose de l'ordre de l'encapacitation des gens. J'aimerais, Antoine Billeux, que vous nous racontiez un peu comment ça se passe quand vous débarquez. C'est pas le bon mot, c'est débarquer, c'est un peu violent. Vous investissez la rue. Tout à l'heure, on disait que vous n'avez pas de cible. Ça veut dire que les artistes acrobates se baladent dans la rue et croisent quelqu'un et se mettent à le porter, tout simplement. Ou alors la démarche est plus compliquée. Au début, c'est tout simplement ce qui se passe très concrètement. Nous,
on essaie, alors c'est vrai que tout dépend un peu du territoire, mais là si on parle de ces quartiers prioritaires, enfin, j'ai un petit peu de mal avec le mot parce qu'on a traversé, on a fait à peu près, je faisais le calcul tout à l'heure, sur les 34 expériences qu'on a menées des voyages, il y en a une bonne quinzaine, pas la moitié mais presque, qui ont été faits dans des quartiers prioritaires, dans des pays différents en plus, donc j'en parlerai peut-être après. Mais encore une fois, nous on a la nécessité, on arrive avec une histoire, on est en train de se raconter une histoire qui sera l'histoire de ce quartier, de notre sensibilité, de ce qu'on a vu en termes de possibilités, alors de manière très concrète. Est-ce qu'on peut monter des colonnes en haut des toits? Comment on va détourner le regard? On aime bien dire ça, alors c'est pas de nous, mais c'est un artiste qui nous a accompagnés, qui s'appelle Olivier Comte, provoquer cette légère perturbation du réel. C'est-à-dire, on n'est pas là pour retourner un quartier, l'envahir, l'investir, tout ça c'est des mots qu'on a un petit peu bannis. Donc on arrive sur la pointe des pieds dans ce quartier-là avec l'histoire que nous on est en train de se raconter, qui n'est absolument pas celle du quartier, mais qui est une histoire qu'on va essayer de partager alors physiquement, corporellement, dans des invitations, dans des regards, parce qu'on ne parle pas du tout dans ce projet. Donc on se donne, encore une fois, on est pur et on se donne même, non pas des handicaps, mais en tout cas des challenges qui, par exemple, de ne absolument pas parler, et donc d'inviter quelqu'un, d'obtenir son consentement pour quelque chose auquel il ne s'attend pas, qui va être d'être allégé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de les faire monter pour leur faire des saltos, pas du tout, mais plutôt de les amener à voyager un petit peu avec nous, soit en marchant sur les corps, soit en étant simplement pris dans les bras, soit en étant bercé, soit en allant jusqu'à monter sur les épaules pour ceux dont on sent qu'ils ont ce besoin-là. Et ce qu'il y a de commun dans tous ces quartiers prioritaires, que ce soit à Londres, à Copenhague, ici, c'est que on y voit la déshérence des services publics, en tout cas très clairement. Donc il y a une poste à un endroit, il y a 3 services publics, et donc qu'est-ce qui se passe dans la journée en dehors des rentrées et des sorties d'école? C'est des endroits qui sont déserts. Il y a le moment post-scolaire dans le parc, ça c'est des choses qu'on a constatées très clairement. C'est quand même une vraie difficulté pour nous parce qu'on vient habiter des espaces vides, des espaces où le sensible, la question du toucher n'existe pratiquement pas. Et donc quelque part, on vient juste essayer de montrer que dans ces espaces publics qui sont souvent très bien conçus, le sensible, il y a toute sa place, et avec ou sans nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, ça peut se passer aussi sans nous. C'est un peu la morale de notre histoire. Qu'est-ce que ça provoque chez ces gens, vers qui vous allez? Vous avez parlé du toucher, vous avez parlé de les soulager, de les porter, de les élever aussi. C'est symbolique, mais c'est pas seulement symbolique. Il y a quelque chose chez ces hommes et ces femmes qui en est modifié. En fait, il y a toute une gamme. C'est aussi riche que toutes les émotions humaines qu'on peut avoir quand on regarde un spectacle. On s'en est rendu compte à l'épreuve du temps et en y travaillant. C'est-à-dire que le fait d'être porté sans mots, de poser un acte sensible où on est à vue de ses voisins qui regardent par la fenêtre, ou des mômes qui sont en train de passer en vélo, et d'avoir une personne relativement âgée qui d'un seul coup se retrouve au centre d'une scène, un peu de théâtre d'une certaine manière. Il s'agit de la valoriser, cette personne, bien évidemment, de la mettre un petit peu en lumière, mais c'est pas l'enjeu final. L'idée, c'est d'arriver à trouver ce rapport vraiment charnel, pour le coup, qui va faire ressurgir la mémoire. On le voit dans les yeux des gens. Donc il y a des gens qui se mettent à fondre en larmes parce que, alors ça c'est notre conviction, le geste de porter, il est absolument universel. Tout le monde a été porté une fois dans sa vie, au moins dans le ventre. On n'a pas encore conçu complètement, totalement les bébés in vitro, donc ils ont été portés à ce moment-là, et puis après, généralement, pendant l'enfance, et c'est vraiment quelque chose qui s'oublie avec le temps, qu'on oublie complètement. Donc déjà, la première chose que ça peut révéler, c'est la mémoire d'avoir été porté. Alors plus les gens sont âgés, plus cet acte peut être fort. Il y a aussi des gens qui peuvent être en situation de surpoids, des gens qui n'imaginent pas à un moment avoir ce sentiment, à part peut-être à la piscine, d'être
d'être allégés comme ça. Sauf que là, ils sont dans la rue au vu et au su de tout le monde et qui sont aussi un petit peu capables de le faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Mais il y a d'autres personnes qui basculent dans l'hilarité la plus totale. Il y en a qui se mettent à parler, à nous raconter plein d'histoires. Alors que nous, on ne parle pas, mais ils nous racontent « ça me fait penser, ça me rappelle quand j'ai porté mon gamin » ou quand j'ai sauté du balcon pour sortir au bal il y a 50 ans. Enfin, il y a toutes les configurations possibles, mais ce qui est bien commun, en tout cas, c'est que on se dit porteur de mémoire maintenant, souvent. C'est-à-dire que si on a réussi notre coup, parce qu'on ne réussit pas à tous les coups, il y a vraiment une qualité particulière qui émane des gens comme ça. On a parlé, Marie, tout à l'heure de l'avant, en quelque sorte, cette idée de mémoire, d'histoire aussi collective de ces quartiers populaires qui sont parfois effectivement effacés par une rénovation. Et puis il y a aussi l'après, comment est-ce qu'on remet au centre de ce quartier qu'on a modifié, qu'on a fortement amélioré, puisque dans l'absolu c'est quand même l'objectif. Comment est-ce qu'on remet ces habitants dans cet endroit-là ? Oui, c'est tout l'enjeu. Notre enjeu quand même, c'est de faire en sorte que les gens soient plus contents après qu'avant. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens de faire autant d'investissements et d'être tous autour de ce quartier. Et l'idée, c'est quand même que les gens y vivent bien et s'y sentent bien et mieux qu'avant. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, effectivement, il y a tout le pendant. Et plus on accompagne, et plus on est présent, et plus on comprend ce qui se passe, et mieux le après est vécu. Je suis persuadée qu'il faut vraiment être extrêmement présent. Alors, on peut le faire de plein de manières différentes. Parfois, on a nous-mêmes, techniquement, on se déporte dans le quartier, on fait une permanence, on essaie d'être plus ouvert, plus présent. On fait des rencontres évidemment quotidiennes avec les habitants dans les quartiers. On peut aussi ouvrir les portes à une compagnie temporairement, mais aussi on peut leur permettre de s'implanter, d'avoir une résidence aussi. Ça peut être un logement vacant dans un immeuble, ça peut être un commerce en pied d'immeuble qu'on leur loue. On permet vraiment d'avoir une présence renforcée dans le quartier. Et puis c'est surtout comment on travaille le après avec l'ensemble des services publics. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, parfois il ne reste plus grand monde dans le quartier, à part le gardien d'immeuble et peut-être un distributeur automatique parce que la banque a fermé. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner en permettant aux services publics et à l'ensemble des acteurs associatifs de revenir dans le quartier. Donc nous, qui sommes propriétaires des murs, en quelque sorte, on est les premiers aussi à pouvoir être facilitateurs. Facilitateurs de liens entre les habitants, c'est aussi repérer des initiatives qui pourraient éclore de ce lien que vous avez favorisé, par exemple à Saint-Saulve, c'est de repérer peut-être des habitants qui vont discuter ensemble d'un projet, qui vont avoir envie de faire ensemble quelque chose. Ça peut être mettre à disposition un jardin pour faire un jardin partagé, ça peut être mettre à disposition un local pour des dames qui ont envie de faire de la couture ensemble. Enfin, c'est de repérer aussi les initiatives et les compétences qu'il y a. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Pascal aussi sur l'incapacitation. C'est d'être le facilitateur de l'émergence de ces actions qui, elles, sont vraiment portées par les locataires eux-mêmes. Et donc, elles vont rester dans le temps parce que ce sont leurs idées et c'est leurs envies. Facilitateur et financeur aussi. Et je reviens sur ce que disait aussi Pascal tout à l'heure et je vais vous donner la parole dans un instant. Mais voilà, votre rôle aussi, c'est de mettre de l'argent dans ces liens entre la rénovation, la culture et tout ce qu'on vient de commencer à décrire. Oui, alors évidemment, je le disais tout à l'heure, un bailleur social, c'est pas une entreprise lucrative, c'est une société qui doit être extrêmement vigilante sur la façon dont elle investit. Donc on est dans des dispositifs qui sont relativement encadrés, mais qui nous permettent quand même de dégager des enveloppes, notamment dans le cadre de l'abattement qui est prévu par, sans rentrer dans les termes trop techniques, mais l'abattement fiscal sur la taxe foncière dont on peut bénéficier dans le cadre de ces quartiers prioritaires politiques de la ville qui nous permettent justement de réinvestir sur le quartier avec des actions de proximité, avec les associations ou dans l'accompagnement à l'entretien des jardins, etc. Donc on est en capacité d'amener un peu plus là où il y en a besoin et de réfléchir avec les collectivités locales à la façon dont on va utiliser cette enveloppe particulière pour faire en sorte qu'elle soit véritablement utile à moyen et long terme au quartier.
Parce qu'on a compris aussi, et notamment dans ce qu'a expliqué Antoine Billot, que quand on est un collectif avec de nombreux artistes, vous êtes combien quand vous intervenez comme ça? Une bonne dizaine? 18. Effectivement, ça nécessite aussi des fonds, mais aussi l'idée de s'installer sur un temps un peu plus long, et vous les connaissez, XY, Pascal Lebrun-Cordier, sur cette démarche-là, qu'est-ce que ça rapporte en termes de qualité de relation aussi, de se dire, pendant une semaine, la rénovation urbaine, on le sait, ça dure de longs mois, mais pendant 1 ou 2 semaines, en tant qu'habitant, je peux me faire porter par un acrobate. Il faudrait demander aux personnes qui ont rencontré XY. Mais ce que j'ai pu observer, pour avoir vu leur travail et puis accompagner aussi beaucoup d'artistes ou programmer, notamment quand je travaillais à Montpellier, beaucoup d'artistes dans l'espace public et dans des quartiers politiques de la ville d'ailleurs, c'est que ces projets créent du lien déjà. Vraiment, c'est le mot-clé, la relation. Ça a été prononcé plusieurs fois déjà. C'est le sujet central d'ailleurs. On cherche à fabriquer une ville plus relationnelle. On cherche à fabriquer des quartiers où on se rencontre, où on échange. Alors, dans les quartiers populaires, il y a déjà beaucoup de réseaux de solidarité. Il y a déjà énormément d'échanges, plus d'ailleurs que dans les quartiers bourgeois que vous citiez tout à l'heure, par exemple. Des enquêtes le montrent. Mais on cherche à développer encore ces relations, la qualité de ces relations, faire en sorte que ce soit des relations de résonance, c'est-à-dire des relations d'écoute, des relations de considération, des relations fondées sur la reconnaissance. Et ça, c'est très important. On voit la qualité du regard, du geste, de l'attention. Et je crois que c'est peut-être ça, fondamentalement, qui se joue. Parce que dans les relations nouées, les relations de résonance nouées par les artistes comme XY, les gens se sentent considérés. Il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de la dignité. On est regardé, on est engagé dans une relation, encore une fois, qui est pensée, qui est poétique, qui est sensible. Et ça, c'est fondamental. On touche à l'essentiel. On parle des services publics. La question des services publics, c'est qu'est-ce qui est essentiel? On s'en souvient de ce mot essentiel qu'on nous a jeté à la figure en nous disant « vous n'êtes pas essentiel ». Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir être considéré, d'être reconnu dans sa dignité. C'est de pouvoir être engagé dans la vie sociale, c'est-à-dire de pouvoir participer à la vie culturelle. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle les droits culturels. Et les droits culturels, c'est un référentiel de valeurs, de principes, sur lesquels aujourd'hui, dans le champ des politiques culturelles, mais aussi dans les autres champs, dans les autres politiques publiques, sur lesquels on s'appuie, parce qu'on les considère plus qu'ils ne l'ont été historiquement. C'est né avec la Déclaration universelle des droits humains, 1948, on a parlé des droits économiques, des droits sociaux, mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait aussi les droits culturels. Alors ça fait seulement quelques années qu'on en parle, ça fait une dizaine d'années. La loi NOTRe, c'était il y a 10 ans, en 2015, et dans la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, il était dit que nous devons mettre en œuvre les droits culturels. Il y a eu une loi également qu'on connaît bien dans le secteur culturel, l'année suivante, en 2016, une loi sur la création. On nous demande de mettre en œuvre les droits culturels. Les droits culturels, c'est ça. C'est ce qu'Antoine vient de raconter, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire faire en sorte, encore une fois, que les personnes, et pas les publics, on parle des personnes, on ne parle pas en général des publics, mais de personnes précises, les personnes puissent être reconnues dans leur dignité, considérées, que la diversité des cultures, des imaginaires soit aussi reconnue et que chacun puisse participer à la vie culturelle, c'est-à-dire à la vie sociale, à la vie collective. C'est ça le cœur des droits culturels et c'est ce qui aujourd'hui définit, je pense, le noyau dur des services publics en général et notamment du service public de la culture, mais aussi du service public de l'habitat et de l'urbanisme. C'est-à-dire permettre, encore une fois, d'améliorer l'habitabilité du monde, qu'on soit mieux dans nos quartiers, qu'on soit mieux entre nous. On construit le lien social, on l'entretient, on le développe, on l'oriente. Et je pense que par petites touches, c'est ce qu'on contribue à faire. Est-ce que chez les bailleurs sociaux, et vous pourrez réagir, mais il y a eu une prise de conscience de ce rôle culturel, je ne veux pas dire de la culture, parce que c'est un peu pompeux et ça ne veut peut-être rien dire, mais est-ce que ce rôle-là, il y a eu une bascule à un moment donné en se disant on ne peut pas faire peut-être comme on a trop fait dans les années précédentes, c'est-à-dire faire sans les habitants? Alors, il y a une prise de conscience, je pense, qui remonte déjà à quelques années, mais effectivement du fait qu'on ne pouvait pas penser à la place des gens ce qui leur ferait du bien, d'abord, et qu'on ne pouvait pas faire à leur place, et qu'il fallait accompagner, déjà connaître, comprendre, et ensuite proposer des solutions et permettre aux gens de se les approprier, à tout le moins, voire mieux, quand même, d'être en
création et d'être autour de table, en fait, d'être associé le plus en amont possible au projet du quartier. Ça, c'est certain, et on ne reviendra pas en arrière. Enfin, en tout cas, voilà. Par contre, je ne pense pas que ce soit le rôle d'un bailleur social d'apporter durablement la culture dans un quartier. D'abord parce qu'il n'en a pas les moyens et ce n'est pas son objet social. Je pense qu'on est, nous, un faiseur de liens entre les habitants et les compagnies, voilà, les acteurs aussi qui sont implantés, comme le Phénix ici, qui vient dans les quartiers aussi, avec lesquels on peut avoir des partenariats de plus long terme, mais on ne pourra pas durablement être le soutien financier à la culture dans le quartier. Je pense qu'à un moment, il faut aussi que chacun des acteurs de notre République prenne son rôle et ses responsabilités. Nous, on est le lien pour beaucoup de sujets. On est identifié comme étant en capacité d'accéder à un grand nombre de personnes en direct, mais pour autant, on n'est pas, voilà, on peut pas faire à la place des acteurs, et ça, c'est important parce que durablement, c'est impossible. Antoine, sur cette idée de faire avec plutôt que de faire pour, peut-être, ou en tout cas aussi d'être là dans un projet éphémère, on l'a dit, 1 ou 2 semaines, avec, j'imagine, quelque part dans votre tête, l'idée que ces 15 jours vont comment on dit, j'ai perdu le mot, vont rester là, et ça va en tout cas provoquer quelque chose chez les habitants, que ce n'est pas juste éphémère, mais en tout cas qu'il y a quelque chose qui va rester après votre passage. Bon, nous, on aime bien déjà l'idée que d'avoir légèrement perturbé ce réel, on ouvre la possibilité d'un autre réel qui est tout aussi réel que le réel du quotidien de ce quartier qui est désert tout le temps, parce que peut-être que dans 10 ans, une fois que les gens se seront appropriés ces lieux rénovés, ça prend du temps, il y aura des usages, des habitudes, il y en aura peut-être un qui dira « Tu te rappelles la fois où ils ont fait des colonnes tout en haut de tous les immeubles de la... » Donc peut-être il y a ça. Vous voulez qu'on regarde quelques photos de ce que on vous peut, pouvez faire on peut. Pour les commenter peut-être. Quand vous dites perturber le réel, alors c'est le travail photographique qui là rend évidemment le mouvement, mais qu'est-ce qu'on voit sur ces photos ? Alors là, typiquement, nous étions dans un quartier prioritaire à Creil, si je me rappelle très bien, c'était notre 3e ou 4e voyage. Alors là, c'est vraiment un travail photographique qu'on mène avec Fabrice Dimier, la personne qui nous accompagne, et la simple mise en scène de ces photos, parce que rien n'est truqué, il n'y a pas de Photoshop, mais par contre les artistes sont envoyés en l'air, propulsés en l'air, donc effectivement ça crée de toute façon l'attroupement, le phénomène, la curiosité des gens, donc c'est une des manières qu'on a d'aller commencer à troubler un petit peu le réel. Alors là on fait de l'acrobatie en l'occurrence, mais même toute la préparation de la photo, c'est déjà un petit théâtre en tant que tel. Là, c'était à Cergy-Pontoise. Donc, ce sont des apparitions un petit peu flash, comme ça, bien souvent, avant de descendre à la rencontre des gens. Donc, mais déjà, c'est une manière de nous annoncer, de nous présenter, de dire bonjour ou de dire au revoir, souvent. Ça aussi, c'était à Cergy. Mais d'une manière générale, ce qu'on peut ressentir dans ces endroits où les services publics sont assez peu présents, il y avait un vieux théoricien des services publics, Léon Duguay, qui disait qu'il n'y avait pas d'État, mais l'État n'était qu'un faisceau de services publics qui s'agrégeait pour former l'État. Et j'ai un petit peu cette sensation que quand on vient dans ces quartiers-là, alors on mesure à quel point il en manque des services publics, mais on vient y apporter un de ces fameux faisceaux, alors avec des actes très ponctuels, très éphémères. Mais mine de rien, on y est totalement partie prenante. Et on a été face à des situations quand même très, très différentes. Je me rappelle, à Londres, on était sur un programme de rénovation urbaine gigantesque qui concernait des centaines de milliers de personnes. Et on était presque à l'aboutissement de ce projet. Donc c'était un quartier sur les rives de la Tamise, qui s'appelle Thamesmead, alors si on habite à la City, c'est vraiment très, 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 très loin. Et tout le quartier était rénové, il ne restait plus qu'un tout petit îlot de 40 000 personnes qui s'appelait The Moorings et dont les bâtiments étaient là méchamment défraîchis quand même. Et on voyait justement en portant les gens qui bricolaient devant leur maison, à quel point ils étaient quand même fiers de leur habitat, tout en se disant aussi probablement bientôt ça va être notre tour. Et quand même ça a l'air pas mal parce que c'est un programme qui se développait sur plus de 10 ans.
Donc en fait, les parties rénovées de ce gigantesque quartier, qui est plus qu'une ville dans la ville, ils avaient pu quand même voir qu'il y a des choses, du lien qui s'était construit. Et quand je parlais des faisceaux de services publics, ce qu'on aime nous faire, c'est créer un espèce de conjonction de liens d'humains comme ça qui se rassemblent, qui se relient les uns aux autres, et on ne leur montre pas comment faire. On fait avec, c'est-à-dire nous on se nourrit autant de la relation que eux se nourrissent un peu après. Après ils peuvent s'en saisir ou pas, mais sur nos propositions, on aime souvent, on ne salue jamais, on ne se met pas du tout dans un rapport de représentation, et souvent on part sur la dernière forme qu'on propose souvent le week-end. On pose les gens les uns sur les autres, entre guillemets. On met les gens les bras dans les bras des uns des autres. Alors ceux qui nous ont vus toute la semaine, souvent ils sont à fond. Et puis nous on s'en va. Et puis en fait on les laisse, pas entre eux, mais on dit mais en fait vous n'avez pas besoin de nous pour vous porter les uns les autres. Alors on y va, nous les XY, on n'a pas peur, on y va franco. Hein. Donc dans la symbolique, on n'y va pas par quatre chemins, mais ça reste quand même des moments collectifs, dans des endroits qui sont souvent totalement inhabités, au milieu de 4 tours, où les gens ne font que passer. Ben là, il se sera joué un truc, et je pense que tant qu'on y habite, on s'en rappelle. Ouais. Et c'est vrai que ces photos sont très symboliques aussi par le rapport des corps au bâti, à l'architecture aussi, et de les mettre pas en confrontation, mais en tout cas en rapport et en relation. C'est aussi évidemment très symbolique de tout ce qu'on a pu dire. On en vient peut-être à la question de cet accès à la culture. Vous me faites peur, Pascal, quand je dis ça, je sais que ça vous irrite un peu. Parce qu'on est aussi sur l'idée de c'est quoi la culture, en fait, en quelque sorte. Oui, alors c'est vrai que parler d'accès à la culture, c'est toujours un peu étrange pour moi parce que... Je savais qu'il fallait que je me recule un peu. Mais on entend tout le temps cette expression, mais parce qu'on confond en fait deux choses, je pense. On confond la culture et puis la pratique artistique, ou l'expression artistique, ou le spectacle. Donc là, on parle d'accéder à des spectacles, c'est formidable, et ce travail est majeur, nécessaire, fondamental. Ce que Jean Vilar évoquait après-guerre, et ce qu'on fait tous aujourd'hui, ce que porte le Syndéac, ce qu'on porte tous, c'est la possibilité effectivement de pouvoir accéder à des spectacles, voilà, quels qu'ils soient, et ça c'est très important, à des artistes. Mais l'accès à la culture, ça ne veut rien dire, parce que la culture, on en est tous dépositaires, on est tous producteurs, productrices de culture, même si on ne voit pas de spectacle. La définition même d'un être humain, c'est qu'il est constitué de culture et producteur de culture. La culture, c'est nos relations d'humanité, c'est comment nous donnons sens à nos vies, comment nous donnons sens à nos existences, c'est ça la culture. Et donc ça passe par la création artistique, mais pas que. On le sait parfaitement, nos façons de nous habiller, d'habiter, de cuisiner, de faire la fête, tout ça, ce sont des productions culturelles. Donc on accède à des pratiques artistiques, mais la culture, on la vit, on la porte, et on peut l'irriguer, l'oxygéner par la pratique artistique. Ça, c'est capital. On a absolument besoin de l'oxygène des artistes parce que ça nous ouvre à d'autres imaginaires, ça nous bouscule, ça déplace. On voit bien ce que ça déplace, XY. Ça déplace nos engagements corporels, nos façons de faire société, de faire quartier. Et c'est ça qu'on cherche. Et en écoutant Antoine et Marie évoquer ces projets, je me disais qu'au fond, ce dont on parle là, c'est d'un service public sensible. C'est-à-dire un service public qui est attentif à ce qui est, encore une fois, la vie ordinaire. C'est la vie sensible, la vie ordinaire. C'est où j'habite, comment je me déplace, est-ce que je vis bien, Voilà. Donc c'est un service public qui est à cet endroit-là de la vie sensible, de la vie ordinaire. C'est aussi un service public sensible, c'est-à-dire qui est sensible à, dans un deuxième sens, dans un sens éthique, on est sensible à chaque personne. On le voit avec le travail d'XY, c'est une attention à chaque personne, et chaque personne est considérée pour ce qu'elle est. Nous, à Nanterre, c'était les enfants, notre sujet, peut-être qu'on en parlera après. Être sensible aux personnes dans leur diversité, quel que soit leur âge, quel que soit leur corps, quelle que soit leur situation, d'où elles viennent, elles ont leur place, et c'est ça la dignité dont je parlais tout à l'heure. Et puis c'est enfin sensible dans un troisième sens. C'est le philosophe Jacques Rancière qui parle du partage du sensible. C'est une expression qu'on utilise souvent. Et quand il parle du partage du sensible, ça veut dire l'organisation politique en fait, de nos sociétés. Ce n'est pas le partage de l'art. C'est comment nos quartiers, pour prendre un exemple très simple, qui est effectivement là où nous vivons les uns les autres, les unes les autres, comment l'espace public est organisé. Est-ce que les enfants peuvent y être ? Est-ce que les vieux peuvent s'y asseoir tranquillement ? Est-ce qu'on a de l'ombre ? Est-ce qu'on a du frais ?
est-ce qu'on a le droit d'être là ? Est-ce que, voilà, le sensible pour Jacques Rancière, c'est les frontières qui structurent l'espace social, qui définissent ce qui est dedans, dehors, interdit ou autorisé. Et c'est ça qu'on vient bousculer aussi légèrement, comme le disait Antoine. C'est-à-dire que les projets artistiques dans l'espace public, ils viennent modifier le partage du sensible et montrer qu'il y a une autre façon de faire. En l'occurrence, c'est une façon de faire dans la délicatesse, dans l'attention extrême à l'autre. C'est une invitation à se regarder, à être considéré, à considérer l'autre. Et ça laisse des traces, parce que ça montre qu'il y a du possible disponible. Ça montre que la façon dont la société se reproduit chaque jour, ce n'est pas une fatalité. On peut produire une société plus tendre, une société plus attentive, une société plus à l'écoute, plus respectueuse des dignités. Et c'est ça la force du travail artistique et culturel, sur la culture entendue au sens large, c'est-à-dire sur la manière dont on fait humanité, dont on fait société. On va parler des enfants dans un instant pour terminer. J'aimerais vous entendre, Marie Cornillon, sur cette idée de l'accès à la culture, du droit à la culture, en tout cas de quel est votre rôle, puisqu'on a dit il n'est pas seulement de financer, mais peut-être il est aussi d'orienter, de faire une forme de lobbying pour que les quartiers dont vous êtes responsable, entre guillemets, mais ne soient pas abandonnés, si je puis le dire comme ça. Je pense que des événements, on peut quand même parler d'événements, en tout cas à la hauteur du quartier là, à Saint-Saul, tel que ce que la compagnie XY a présenté, ça doit aussi témoigner de justement la force et l'impact, même peut-être léger, mais durable en fait, de l'apport de la culture dans ce quartier. Et donc je pense qu'il faut que nous aussi, on soit en capacité de le porter, de l'expliquer, de le valoriser, et puis peut-être de temps en temps de faire des petites piqûres comme ça de rappel en proposant aux habitants du quartier de venir ici. Je sais qu'on a aussi une capacité à les emmener hors les murs et de les emmener ici, soit ailleurs. Voilà, et de poursuivre ce dialogue avec eux sur ce sujet. Alors, ce sera forcément des petits moments, mais je pense que c'est essentiel. Et puis que eux, je pense que les meilleurs ambassadeurs, c'est quand même les habitants eux-mêmes, qui puissent en parler entre eux, effectivement se rappeler ce moment qu'ils auront vécu ensemble, cette émotion qu'ils auront partagée à ce moment-là. Et puis peut-être aussi de se dire que cette émotion, ce souvenir commun, il peut aussi continuer à grandir et à les faire réfléchir sur différents sujets. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'ont les publics finalement à continuer à mûrir des idées qu'on aura positionnées là lors de ces événements-là, de dire finalement la petite dame d'en face que je connaissais pas, elle a réussi à me porter moi alors qu'en fait je la connaissais même pas, et effectivement je vais continuer à accompagner l'accompagner dans ses, je sais pas, l'aider, créer de la solidarité dans les quartiers, et se rappeler que c'est grâce à ça. Et peut-être aussi à nous de continuer ce lobbying, à l'expliquer aux acteurs publics. Alors on le fait parce que tous les ans, quand on va négocier nos fameux plans d'action pour continuer à bénéficier de l'exonération fiscale, on est les premiers à dire qu'il faut porter des projets sociaux, des projets de développement social bien sûr, mais aussi des projets culturels, de faire venir des compagnies, de travailler. On travaille avec d'autres compagnies aussi, dans tout ce qui est effectivement photo, mémoire des lieux, ça, c'est effectivement indispensable. On travaille également sur plein de choses, on peut faire beaucoup de choses, du théâtre, on peut faire plein de sujets, et je pense que c'est à nous aussi de montrer que dans ces valorisations, on est capable de faire venir sur notre territoire des acteurs qui ne sont pas forcément connus, ou en tout cas de valoriser ceux qui sont déjà implantés. Donc voilà, je pense que c'est un dialogue permanent. Je vois pas comment autrement nous, bailleurs sociaux, on peut de manière durable faire changer les choses autrement. Je dis 3 choses. Dans un instant, on va parler de combat. Préparez vos questions puisqu'on arrive au terme de notre discussion et ce sera bientôt à vous d'intervenir. J'aimerais qu'Antoine, vous nous disiez un dernier mot sur cette expérience, parce que maintenant, ça fait 20 ans que le collectif intervient ainsi dans la rue, en quelque sorte. En plus, évidemment aussi, parce que vous ne faites pas que ça, mais vous intervenez aussi dans des grandes salles, sur des plateaux, donc dans une manière de faire du spectacle peut-être plus traditionnel. Qu'est-ce que vous avez-vous appris, en tout cas, en 20 ans d'expérience ? Alors, on n'a pas 20 ans d'expérience dans l'espace public. Nous, on est des bébés de l'espace public. Donc, on est d'ailleurs très fiers d'avoir à un moment mis un pied dehors, là, comme on dit, en côtoyant aussi tout un tas d'artistes qui sont là depuis très longtemps et ont développé des manières d'aller à la rencontre des gens
ou de développer des propositions artistiques sur l'espace public. Et heureusement qu'ils sont passés avant nous parce qu'ils nous ont donné plein d'idées. Même si on y apporte un peu notre petit caillou en plus, faut pas oublier que c'est un mouvement qui est beaucoup, beaucoup plus vieux que nous. Et donc nous, ça fait 7-8 ans qu'on a commencé ce travail des voyages, avec un peu de temps de résidence, on approche la dizaine. Mais je pense que ça nous a aidé à avoir une conscience politique, c'est-à-dire au-delà de je suis artiste de cirque, donc par définition un peu saltimbanque, donc j'aime les gens, enfin un truc un peu qui pourrait paraître un petit peu bisounours parfois, qui est porté au sein de notre collectif, qui fonctionne pas mal en vase clos, hein, mine de rien, on est 40 maintenant, et on pourrait fonctionner comme ça en naviguant de théâtre en théâtre, tout en restant militant. Il y a beaucoup de militants au sein du collectif. Pas de tout bord, mais militants, c'est sûr. Et en fait, notre capacité à nous mobiliser très concrètement sur des actions, enfin, à parler, faire une manif à droite à gauche, pour être très honnête, on était assez limité à cet endroit-là. Et là, il y avait vraiment un engagement, je trouve, politique de l'artiste, pas du citoyen, de l'individu, qui nous a permis, c'était vraiment ce qui nous a motivés au départ. Et puis de se confronter à une autre forme de réel, qui est un réel même très, très, très clair. C'est pour ça qu'on défend d'ailleurs qu'on n'est pas un projet de cirque social ou je ne sais quoi, on est vraiment une démarche artistique, mais effectivement on se confronte à des réalités tellement différentes et à des gens tellement différents qu'en fait ça nous nourrit énormément. Donc, si on prend, pour ne citer qu'un exemple de comment ça a pu nous nourrir, et pour dire que c'est bien une histoire d'aller-retour, c'est que dans notre dernier spectacle Pas du Monde, les acrobates se sont décidés, et quand ils se décident, généralement ils y arrivent plutôt pas mal, à chanter, à avoir un chant choral, et que ce chant choral vient du simple fait que dans tous les territoires où on va, parmi les gens qu'on aime bien rencontrer, c'est des gens qui font des choses qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'on ne savait pas faire, qui étaient chantées, en tout cas nous on n'a pas le droit de parler, donc a fortiori de chanter, et sur certains de nos événements, on fait à la fois un cadeau à ces gens de la chorale, on les invite à vivre une expérience avec nous qui est tout à fait atypique, mais j'en parlerai pas, comme ça vous incitera à nous inviter. Et puis après, c'est le don contre don, il nous offre un chant, voilà. Et ce chant, et à force et on en a croisé des chorales, les plus ou moins intéressantes d'ailleurs, on s'est dit mais nous aussi on pourrait peut-être s'y mettre nous-mêmes à chanter, et donc on le retrouve maintenant dans nos spectacles, c'est quand même une des colonnes vertébrales de notre prochain spectacle, donc voilà. Vous avez vous aussi été perturbé? Totalement perturbé en permanence. On va terminer juste avec cette, pas juste d'ailleurs, on va terminer avec cette vidéo. Ça serait une forme de conclusion à ce débat sur le combat pour l'égalité. On la regarde et on vous explique juste après. La première chose qui nous a marqué dans la Cité Rose, c'est la présence des enfants. Ils sont 400 sur 1500 habitants, ils représentent plus de 30% des habitants de la Cité Rose. La seconde chose qui nous a marqué, c'est l'absence de jeu. Ils ont dû être démontés. Or, le jeu, c'est un droit pour les enfants. Notre projet consiste à donner une vraie place et une vraie voix aux enfants. On a imaginé d'organiser avec elles et eux une manif, la manif des enfants. Nous voulons fédérer les acteurs culturels de la ville et du quartier et vivifier l'espace public au cœur de la cité. Nous organiserons des ateliers avec les enfants et avec des artistes pour créer des slogans, des banderoles et une chorégraphie. Le 10 juillet, la manif des enfants prendra la ville comme terrain d'aventure. Il y aura des revendications, mais aussi des propositions, comme l'ouverture d'un café des enfants, qui est d'ailleurs déjà un peu ici préfiguré à l'épicerie Rose. Ou le fait de vraiment inclure les enfants dans les réflexions sur le futur de leur quartier. Il s'agit de considérer les enfants comme des sujets politiques à part entière et de réinventer la ville avec elles et eux. L'enquête sensible est intéressante parce qu'elle est le regard des habitants. Elle est le regard des habitants dans leur pratique du quartier et dans la vision qu'ils en ont et dans les usages qu'ils en font. Donc c'est important pour nous de pouvoir la croiser avec notre regard technique de maître d'ouvrage. Ce type de projet culturel qui amène de l'art et qui amène de la sensibilité sur ces quartiers qui sont quand même faits de beaucoup de béton permet de toucher les différents acteurs dans leur humanité
et donc de créer des liens, qu'on soit élu, ville, bailleur, technicien ou habitant. En tant que chargé de développement social urbain, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on s'intéresse aux enfants, parce que je pense qu'on va pouvoir toucher l'ensemble de la population à travers ce choix. Et je pense que quand chacun de nous on a gardé une partie d'enfants, et du coup ça va interpeller cette partie-là en chacun d'entre nous, que ce soit les habitants, les élus, les techniciens chez le bailleur. La première chose qui... Voilà, pour terminer donc cette idée de combat, un dernier mot, Pascal Lebrun-Cordier, sur cette idée de mobiliser des enfants aussi pour défendre leur espace de jeu. Vous avez parlé des bancs qui peuvent disparaître, effectivement, mais c'est aussi une façon d'investir le dehors. Oui, pour faire le lien avec le début finalement de notre rencontre, ce que viennent d'expliquer les deux étudiantes que vous avez entendues, Pauline Leriche et puis sa collègue, c'est qu'effectivement le sujet sensible du quartier, on ne savait pas ce que c'était, mais c'était en fait les enfants. Et la disparition des jeux, le bailleur avait expliqué qu'il remettrait les jeux quand les travaux seraient faits dans 7-8 ans. Voilà, vous imaginez, vous avez 8 ans, on vous dit dans 7-8 ans, tu auras des jeux, c'est pas possible. Donc elles ont dit, c'est ça le sujet sensible, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Donc d'où l'importance de l'enquête sensible, encore une fois, avec toutes les méthodes que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que l'enquête classique n'aurait pas permis de déterminer ça. Et donc effectivement, on a considéré que c'était un droit, donc c'est la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, d'ailleurs, l'article 31, qui dit que les enfants ont le droit de jouer. Et de participer à la vie culturelle. Donc les droits culturels, c'est les droits des enfants, et donc sur les 1500 habitants, effectivement, les 400 enfants étaient privés de jeux, ce qui est très grave. D'où cette manif d'enfants qui avait comme objectif d'alerter, bien sûr, les élus de la collectivité, le bailleur, etc., mais aussi de mobiliser et de faire du commun. C'est-à-dire qu'on a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fabriqué ce temps de fête avec des artistes professionnels. Donc ça, j'insiste aussi beaucoup là-dessus. On a une exigence artistique. On a travaillé avec Retour à Mont, qui est une compagnie chorégraphique bien connue. L'année d'après, on a travaillé avec Florent Bergal du Gebistaki, avec des artistes de haute volée qui tournent comme XY dans toutes les grandes scènes et qui étaient simplement là, non pas sur scène, mais dans l'espace public, dans le quartier. Donc exigence artistique et exigence de la relation, de la qualité de la relation. C'est ça qu'on vise véritablement, pour être au service, encore une fois, de ce qui est pour nous l'essentiel, c'est l'habitabilité du monde. Comment on améliore, même modestement, même temporairement, si possible durablement, l'habitabilité du monde. Rendre le monde plus humain, c'est ça les droits culturels. C'est le travail, encore une fois, je pense, des acteurs culturels avec les artistes, comme c'est le travail, bien sûr, des bailleurs sociaux, des gens qui font la ville, qui fabriquent la ville, qui aménagent l'espace public. C'est vraiment notre sujet commun. Et ça... c'est ce qui donne du sens aussi, parce qu'on est parfois un peu perdu sur le sens de notre travail. Est-ce qu'on est là pour faire des dizaines et des dizaines de spectacles, d'expositions? On est dans une forme de surproduction parfois dans le secteur culturel. Certains le disent, certains perdent un peu le sens, encore une fois, des choses, et le retrouvent souvent dans ces projets qui sont au contact, encore une fois, des citoyennes, dans l'espace public. Moi, j'ai des souvenirs d'une autre compagnie de cirque qui racontait comme ça leur sortie du théâtre, leur sortie de la salle. Il se passe beaucoup de choses qui ont beaucoup de sens dans les salles, mais au contact vraiment de la population, dans l'espace public, c'est peut-être la nécessité du travail culturel qui est raffermie. Allez, je vous donne la parole, mesdames et messieurs, si vous voulez poser quelques questions à nos intervenants sur tout ce qu'on a pu dire, éclaircir peut-être des questions de... Oui, eh ben, écoutez, allons-y. Oui, Nina, allez-y. Je vais passer le micro pour qu'on ait les questions à la caméra. Exactement, merci. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pascal à un moment donné. Quand il a formulé que les artistes ne sont pas là pour faire passer la pilule. C'est vrai que dans le cadre des appels à projets, les équipes artistiques peuvent avoir le sentiment de se faire instrumentaliser, on n'a pas trop évoqué jusqu'alors la parole politique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'élus, sauf erreur ce soir. Il y a des élus formidables, alors très bien. C'est très important, voilà, donc je suis ravie que vous puissiez potentiellement prendre la parole après, mais en tout cas, effectivement, la parole des élus dans le cadre de ces appels à projets parfois peut détourner
des intentions. Et je voulais juste rebondir sur ça, parce qu'il se trouve qu'une équipe artistique qui est composée de François Yin, l'auteur, et Jérôme Cochet, metteur en scène, a œuvré pendant 3 années dans le quartier de la Duchère, donc un quartier lyonnais très sensible, et où la rénovation urbaine a créé beaucoup de traumatismes, parce que un des traumatismes, c'est le fait d'être déplacé, de devoir quitter son logement et de ne pas y retourner. Et en fait, le projet a complètement été détourné de l'appel à projet au contact des habitants, dans la relation artiste-habitant. Donc là, on est complètement dans les droits culturels, où effectivement l'intention initiale de l'appel à projet a été complètement perturbée, c'est le mot, pour donner lieu à de la création de liens, de vraiment une métamorphose complète du projet, qui aboutit à la fois à un spectacle qui s'intitule L'affaire Correa, mais aussi à un livre dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Un théâtre sans absent. Et là, on revient à notre notion d'égalité, à savoir que le théâtre, effectivement, ce n'est pas uniquement dans des lieux, ce n'est pas uniquement dans des espaces dédiés, mais ça se crée aussi en relation avec la population. Donc, voilà. Qui veut répondre ou rajouter quelque chose? Marie, allez-y. Oui, alors je peux comprendre que pour certains, ça puisse paraître comme effectivement on veut accompagner le changement égale faire passer la pilule. Oui. Mais en fait, en réalité, les partenariats qu'on a, c'est rarement pendant une rénovation. C'est plutôt dans un quartier dont on a envie d'accompagner le bien vivre ensemble. On se rend compte. Alors on est dans le Nord, dans une région où sont nés beaucoup des dispositifs de solidarité qu'on connaît, et notamment le logement social d'ailleurs. Et nous, on se rend compte parfois que les gens vivent de manière très isolée dans les logements, et on est parfois, on découvre parfois des situations épouvantables de gens qui vivent seuls et qui n'ont aucun contact, alors qu'ils vivent dans des logements qui sont très très en proximité géographique avec plein d'autres personnes. Donc j'ai entendu X fois le mot lien. Je pense que c'est vraiment ça qu'on cherche nous aussi à refaire, à recréer dans ces quartiers. C'est pas le lien avec nous bailleurs, c'est pas forcément le lien avec les élus, c'est vraiment le lien entre les habitants du quartier eux-mêmes. Et là, on accompagne en fait les personnes à plus de solidarité, plus de liens, et donc peut-être demain, quand il y aura une rénovation, ils seront plus autonomes, en capacité de nous apporter leur regard et leur façon la façon dont ils veulent influencer le projet. Mais voilà, à mon sens, quand c'est la rénovation, c'est déjà trop tard. Voilà. Et par expérience aussi, on est parfois arrivé justement en même temps que des projets de réhabilitation avec des projets artistiques ou des projets autres, et les gens venaient pas. Et ils nous disaient, mais en fait, moi, vous êtes gentil, bailleur social, mais moi, j'attends pas de vous que vous me rameniez un artiste, j'attends de vous que vous veniez régler ma chaudière. Voilà. Et allons déjà traiter tous ces sujets-là qui sont prioritaires et qui sont indispensables, avant d'essayer aussi de leur parler d'autres choses. C'est en ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas légitime pour parler de tout à nos locataires, et donc c'est important aussi parfois d'amener autour de nous d'autres partenaires et de laisser la parole à ceux dont c'est le métier. Pascal, vous voulez rajouter un mot? Oui, parce que dans ce que vous nous avez raconté, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il y a de la conflictualité. Et ça, il faut vraiment le dire aussi, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on défend une approche, je reprends l'expression d'Antoine tout à l'heure, très bisounours. Voilà, et c'est important, oui, bien sûr, la poésie, la tendresse, cette délicatesse qu'on défend comme des valeurs très importantes. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais on défend aussi la conflictualité dans l'espace public. L'espace public, c'est un espace de la diversité, du désaccord. Il y a des rapports de domination, il y a des rapports politiques. Et donc, le travail que l'on fait, et c'est ce que raconte l'histoire que vous nous avez partagée, je trouve aussi, c'est permettre l'expression d'une forme de dissensus. Et c'est très important. La démocratie, c'est le dissensus aussi. C'est montrer qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Et donc, détourner une commande, ça, c'est très intéressant. C'est faire entendre une voix dissidente, et puis faire aller le projet, le faire bifurquer, le faire aller dans une autre direction.
Et ça, c'est une réussite aussi d'une certaine façon. Ça veut dire que le projet est vivant. Et c'est pas de la chloroforme, hein, c'est pas un projet d'anesthésie, c'est pas un projet pour faire passer la pilule. Enfin, vous voyez, toutes ces métaphores médicales qui montrent bien qu'on cherche à endormir le corps social, c'est quelque chose qui va au contraire électriser, réveiller et permettre d'orienter le projet autrement en fonction des désirs, des intérêts, des envies d'un groupe de personnes. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que jouer dans et avec l'espace public, c'est faire ce travail, encore une fois, de vivifier la démocratie dans cette dimension dissensuelle. Antoine, un mot ou alors allez-y. Et juste un mot, peut-être. Enfin, c'est pas plus pragmatique, c'est exactement dans ce sens de la conflictualité. C'est vrai qu'on les voit passer les appels à projets parfois. Nous, on a eu de très bonnes expériences la plupart du temps parce qu'on a eu. Je renvoie un peu à notre responsabilité, à nous, artistes, compagnies, structures culturelles, d'être capable déjà de savoir de quoi on parle entre nous pour pouvoir porter auprès d'autres partenaires, pas forcément des bailleurs sociaux, hein, d'autres partenaires, la sensibilité du projet, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé, moi, à de nombreuses reprises, d'avoir eu l'impression de faire pas mal de pédagogie et puis d'avoir en fait quelqu'un qui a parlé de notre projet à une autre personne qui est encore plus éloignée de ce qu'on fait, qui alors là, au bout d'un moment, on se dit mais vous attendez à ce que alors soit on soit capable de faire des choses qui sont complètement inhumaines, soit qu'on va mener pendant une semaine des ateliers dans un quartier, par exemple des ateliers de pratique acrobatique, là où nous on défend que on aura peut-être une démarche qui est de l'ordre de l'action culturelle, ça c'est pareil, c'est nos mots. Je pense que ça ne parle pas forcément ailleurs. Nous, on défend une démarche artistique. Et si là, on intègre, nous, de la conflictualité dans notre propos, c'est que dès qu'on entend parler du mot atelier, on dit « Ah non, on ne fait pas d'atelier ». Mais pourtant, oui, on va quand même porter les gens. Oui, on va transmettre peut-être des choses. Donc là, on peut parler d'atelier. Mais on dit « Non, nous, on vient raconter notre histoire et écrire l'histoire avec vous. Et on vient perturber les gens, mais on est d'autant plus fort qu'on est avec la scène nationale du Phénix, qu'on a le même discours, qu'on a le même langage et que petit à petit on arrive à... Parce que quand on vient d'un tout autre métier, c'est normal de ne pas piger. On a tous nos codes, nos acronymes, nos manières de parler et je pense qu'on a vraiment à gagner. Mais ça prend du temps, plein de visios, des rencontres, de se déplacer et effectivement on n'en a pas toujours totalement les moyens. Merci beaucoup. Mesdames, allez-y. Oui, moi, je voulais d'abord vous remercier pour votre engagement, parce que ça me semble vraiment essentiel, et de ne pas avoir peur d'être dans la conflictualité, parce que les habitants qui sont dans ces sites de rénovation, ce qu'ils vivent, c'est quand même souvent très violent quand même. Et ça, il faut pas le nier. Vous avez souligné souvent l'absence de services publics. En tout cas, il y a un vrai recul des services publics. Il y a des fois des déserts, il y a aussi beaucoup de solitude. Vous l'avez souligné. Moi, je trouve que tout ce que vous faites, c'est formidable, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on est quand même dans un climat aujourd'hui où il y a une baisse des subventions attribuées à la culture, en général, aux artistes. Mais c'est vrai aussi des associations. Dans le monde associatif, il y a aussi beaucoup d'associations culturelles qui jouent un rôle fondamental justement pour ce fameux lien dont vous avez souligné l'importance, et c'est évident, pour mieux habiter le monde, ça commence par le lien humain. Donc, il y a ces baisses de subventions. Je pense au département, par exemple, qui a supprimé ce qu'on appelait les CRIC, c'est l'insertion par la culture. Et justement, quand vous parliez de la dignité des personnes, l'insertion, ça passe aussi par ça, d'intégrer l'art et la culture et de reconnaître les personnes comme porteuses de culture, mais aussi de leur permettre d'accéder, parce qu'on parle d'un combat pour l'égalité. Il y a du boulot, franchement, encore pour y parvenir dans ces quartiers qui sont en rénovation. Et il y a encore beaucoup de chemin à mener pour que cette égalité ne soit pas que formelle, mais qu'elle soit bien réelle. Allez-y, madame, et puis après, on vous fera répondre si vous voulez.
Oui, j'allais aussi rappeler, comme Nathalie, que effectivement les baisses de subventions dans la culture, mais aussi dans le financement du logement social en France depuis une vingtaine d'années, c'est quand même le paysage dans lequel s'inscrit notre débat. Et je pense que c'est important quand même de le rappeler. Donc évidemment, tout ce qui a été évoqué ici est extrêmement louable. Hein. Nous, en tant qu'élus d'opposition, on suit les dossiers de rénovation urbaine ici dans le Valenciennois. Et il y a quand même beaucoup de souffrance. Des gens qui sont relogés, pas forcément là où ils aimeraient, ou qui savent qu'ils n'arriveront pas à revenir dans le quartier dans lequel ils ont passé toute leur vie, et que ce quartier sera démoli de toute façon. Donc il y a peut-être aussi autre chose qu'il faudrait intégrer à ce débat. C'est on avait une très belle spécialité dans Feu, l'école des beaux-arts de Valenciennes, ESAD, qui s'appelle le design éco-social. Et moi, je suis extrêmement triste parce que c'était un des rares endroits en France où on avait cette spécialité. Or, que nous dit le design éco-social, c'est qu'il faut peut-être changer de lunettes et qu'il faut ralentir le rythme de ces rénovations urbaines. Ici, c'est la Mecque de la rénovation urbaine valencienne. Jean-Louis Borloo l'a inventé et je pense qu'il y a de très bonnes choses dans la rénovation urbaine. Je ne suis pas du tout pour dire que tout est à jeter. Mais si on croise le design éco-social et la notion de droit culturel qui me semble fondamentale, on arriverait peut-être à quelque chose qui irait plus lentement, mais qui serait dans la délicatesse de XY, beaucoup plus sensible à ce que les personnes ressentent dans ces mutations et à la part active qu'elle pourrait prendre dans le processus. C'est-à-dire que c'est pas juste quelques réunions d'informations sur le comment ça va se passer, mais c'est les attentes, c'est les mémoires, c'est tout ce vécu qu'on peut pas juste archiver, mais auquel on doit laisser la place. Et moi, je suis pas arrivée d'hier dans le Nord. Moi, je suis de l'Ouest, mais je suis arrivée dans les années 90 et quand même, j'ai découvert le Nord. Je ne connaissais pas cette culture minière et j'ai connu les grands-mères des mines qui parlaient patois et qui tenaient les familles tant que les retraites des mineurs qui étaient morts depuis bien longtemps, tant qu'elles ont été là, elles ont tenu le pot droit. Puis après, ça a été plus compliqué. Moi, j'ai été prof à Anzin dans un collège qu'on a démoli entièrement, le collège Jules Ferry. Et là, j'y suis repassée il n'y a pas longtemps. Moi aussi, ça me fait un choc à chaque fois que je passe parce que je me gare sur le parking et puis je tourne la tête et il n'y a plus la cour, il y a une nouvelle école, elle est très belle, etc., etc. Mais moi, la mémoire et l'attachement que j'avais à ce lieu, à chaque fois, c'est un pincement au cœur. Et j'y vais pas tous les jours. Mais je me dis que les gens qui vivent ça véritablement au quotidien et qui sont dans cette mémoire traumatique infinie, peut-être qu'il faudrait, parce qu'on va avoir des besoins de rénovation urbaine croissant et que l'architecture est en crise, que la question de la rénovation énergétique des bâtiments, je sais que les bailleurs sociaux y travaillent et c'est très très complexe, c'est des questions vraiment qu'il faudrait mettre sur la table et peut-être qu'il faut faire autrement, il faut peut-être faire plus pauvre, bizarrement, mais plus pauvre peut-être partout aussi. C'est-à-dire que on a peut-être des ambitions qu'on ne sera pas capable de tenir, mais peut-être que l'important ce sera de remettre l'humain au centre de tout ça. Et je pense que c'est ce qui nous attend dans les décennies qui viennent. Et je pense que les artistes, heureusement, ils sont là déjà au présent. Moi, je suis prof de théâtre par ailleurs, et ils le font ce travail. Et je trouve ça très bien d'ailleurs qu'il y ait ce partenariat des bailleurs sociaux un peu partout, parce que ça permet quand même peut-être pas de faire passer la pilule, mais d'adoucir les choses, de les mettre en débat, de les parler, de les dire, et peut-être d'éviter que l'ANRU soit prise en grippe, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, où il y a des collectifs qui se montent. Là, je connais bien le quartier de l'Alma à Roubaix, où les gens sont accrochés à leur lieu et ne veulent pas. Et il y a un véritable, il y a vraiment un bras de fer avec les élus, là, en l'occurrence. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Marie, peut-être juste un mot sur effectivement cet attachement qu'on comprend bien à cet endroit où on vit, où on a vécu, quel que soit d'ailleurs l'état de ce lieu en quelque sorte. Oui, parce que comme tout le monde, on a la nostalgie des lieux dans lesquels on a grandi, on s'y attache, on y a connu nos familles, nos amis, et on a parfois un pincement au cœur quand on se rend compte qu'il n'existe plus. Après, je pense qu'il faut aussi voir l'impact est quand même extrêmement positif sur les quartiers. On arrive, on plante des arbres, on aménage des espaces qui sont accessibles aux habitants, on isole les immeubles, on ajoute des balcons parfois, on élargit les halls d'immeubles. Notre objectif, c'est aussi
que les habitants puissent être fiers de l'endroit dans lequel ils vivent. Et moi, je rencontre aussi beaucoup de nos locataires qui parfois me disent « mais moi, j'ai pas envie d'inviter ma famille parce que c'est pas beau chez moi, puis j'ai un peu honte, et puis ça sent un peu les poubelles dans le hall. » Et voilà. Et donc, quand on installe des locaux poubelles à l'extérieur, quand on met des locaux vélos à la place, quand on met un miroir dans le hall de l'immeuble, voilà, tout ça, c'est des petites choses qui font qu'on montre aux habitants de ces immeubles qu'on considère qu'ils ont aussi accès à un certain... alors un certain standing, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas, voilà, qu'eux aussi peuvent être fiers de l'endroit dans lequel ils vivent. Et on n'est pas obligé, effectivement, de tout raser, de tout reconstruire pour y arriver. On peut faire des petites choses comme ça qui, au quotidien, montrent de la considération et de l'attention pour les personnes qui vivent et montrer qu'on est capable de faire progresser aussi ces immeubles. Et donc, c'est pas que la rénovation, c'est aussi de l'entretien régulier, des petits investissements et des petites attentions à l'égard de nos locataires qui feront qu'au quotidien, ils se sentiront considérés et qu'eux-mêmes, du coup, seront aussi amenés à respecter ces lieux parce qu'ils y trouvent un intérêt, un agrément qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Je donne la parole à Pascal et j'y ajoute une question. Tout ce qu'on a décrit depuis le début de cette discussion, est-ce que c'est quelque chose qui dépend de la bonne volonté de chacun ou est-ce qu'il y a aussi des textes qui réglementent, qui incitent, qui favorisent, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut évoluer dans les prochaines années ou que vous appelez de vos voeux? Alors c'est les deux, je pense qu'il y a des textes, effectivement, on en a cité beaucoup d'ailleurs finalement ce soir, de ces textes ou de ces dispositifs. Vous surtout, parce que c'est vous le spécialiste. Marie a parlé de la TFPB, c'est très important la TFPB. Comment ? La loi climat-résilience. Donc il y a des textes, effectivement. Nous, on milite au sein du mouvement de l'urbanisme culturel pour l'instauration de la clause culture, c'est-à-dire que dans tous les appels, dans tous les marchés publics pour les opérations de construction, de rénovation, on ait une clause culture comme il y a une clause sociale. C'est-à-dire on associe des acteurs culturels et des artistes pour faire soit le travail d'enquête sensible que j'évoquais, soit autre chose, mais on considère que ça devrait être généralisé. Donc je vous invite à suivre ce travail militant depuis des années qui s'appelle la clause culture, qui est une sorte de 1% travaux publics. Vous savez qu'il y a 1% pour les collèges, les lycées, les hôpitaux, mais là c'est dans l'idée des grands projets. Voilà, donc on milite pour un nouveau dispositif incitatif, comme la clause sociale, qui est la clause culture. Après, il y a, moi je voudrais vraiment encore une fois insister sur ce point, encore une fois, des droits qui sont là, des traités internationaux, les droits de l'enfant dont j'ai parlé. Donc il faut aussi mettre en œuvre simplement ce qui est déjà là et qui est le fondement de la démocratie. Insister sur ce point et commencer par l'écoute. Parce qu'on a parlé d'enquête pour commencer. Le travail que Antoine a évoqué, c'est être là et puis écouter. Donc la base de tout, je pense que c'est ça. Les services publics, on leur demande de mieux nous écouter, de mieux nous entendre. Et nous devons, nous aussi, secteur culturel, secteur de l'urbanisme et de l'aménagement, être plus à l'écoute. Et c'est ça le travail d'enquête. Être en quête, c'est être en quête de quelque chose, c'est être à l'écoute aussi, tout simplement, des citoyens, des situations, pour les transformer. Donc une invitation à l'écoute, qui est la base, le point de départ de tout, et notamment, encore une fois, pour un secteur culturel qui a beaucoup été historiquement dans l'offre. C'est-à-dire on offre beaucoup, on offre des spectacles, on offre des programmations, ce qui est très important. Peut-être qu'il faut qu'on écoute aussi un peu plus, de la même façon pour le secteur du logement, être à l'écoute des citoyennes et des citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques, demandes de précision, n'hésitez pas. Attendez, on va vous donner le micro pour qu'on vous entende bien. Merci. Une petite réaction. D'abord, merci parce que c'est très riche et ça fait du bien d'entendre ce genre de débat. Merci aussi pour avoir fait venir la compagnie XY ici. On l'a vu plusieurs fois au Phénix dans des spectacles. On l'a vu récemment sur la place des Palais des Beaux-Arts de Valenciennes. C'était très émouvant. Donc, merci pour ça. Mais alors moi, j'ai vraiment un problème avec ça, c'est qu'après, je me sens orpheline parce que c'est fini et on se dit quand est-ce que ça va recommencer. Et je me dis, ces enfants qui ont vécu ça pendant 2 semaines, c'est à la fois fabuleux. Et après, moi, enfant, j'ai vécu des expériences comme ça, mais après, j'étais triste parce que c'était fini. Et je me disais, mais comment faire? Donc là, on travaille dans la culture, c'est super. Mais il y a quand même un sous-titre dans ce débat, c'est un même combat. Et je me dis, en tant que citoyenne, en tant que professionnelle de la culture, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre, pour que ça continue, pour que ça se pérennise, pour que ça crée des choses qui durent? Parce que si c'est juste là, c'est un superbe exemple, mais en fait, on en a 1000 des contre-exemples. On en a trop. Et comment on peut faire pour que ces contre-exemples y diminuent? Alors, je suis un peu directe, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Merci pour votre question. Antoine, vous voulez dire quelque chose peut-être sur
cette émotion d'abord, et puis oui, ce côté, qu'est-ce qui reste ensuite? Je suis très content de le savoir parce que j'étais pas là. J'étais à Bordeaux avec le projet des voyages, mais j'en ai entendu parler vraiment, et du coup, c'est quand même vraiment touchant. Alors, j'ai pas de solution concrète à cet endroit-là. En fait, malheureusement, j'ai l'impression qu'on fait, alors de la même manière qu'on peut faire peser sur les bailleurs sociaux la responsabilité du bien-être, bien vivre ensemble. C'est quand même une très très lourde charge. De la même manière, on ne peut pas demander, je pense, aux artistes de combler tous les manques, les vides, parce qu'on peut avoir des émotions fortes, mais il y a, alors justement à Bordeaux, j'ai participé à une rencontre où il y a une anthropologue qui sortait qui venait de soutenir sa thèse autour du thème de habiter la ville, et elle avait comme ça un panel de gens, pas très nombreux, une dizaine de personnes, mais avec qui elle avait passé 5 ans. Et elle m'a renvoyé à quelque chose, c'est une manière détournée, mais je pense que je vais revenir à ça, mais en fait on a un vrai problème de habiter la ville et d'habiter ensemble, mais ça je pense que c'est aussi vieux que l'humanité, certainement, mais on est en capacité de se poser la question de comment faire mieux, c'est déjà ça. Et elle nous renvoyait d'ailleurs sur le fait que le mot habiter était forcément quelque chose de positif, dans le sens où si je dis j'habite chez moi ou j'habite ma ville, c'est qu'on y est intégré, qu'on y a trouvé le bus en bas de chez soi pour aller la poste, la poste ça fait un accès internet ou je ne sais quoi, voilà, un code wifi, ça existe toujours heureusement, mais en tout cas des facilités d'accès à un certain nombre de services publics, des endroits qui sont privés. Ça va du bistrot jusqu'à l'espace culturel, mais privé. En tout cas, je ne fais pas d'opposition à cet endroit-là, qui permet de créer du lien, et que finalement, malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'habitent pas leur ville parce qu'ils sont loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'en bas, il n'y a même pas une asso. Enfin, encore une fois, souvent, il y a une asso, mais ils n'osent même plus passer à la porte de l'asso, ou l'objet social de l'asso n'est pas suffisamment clair, on ne sait pas trop ce qu'on va y faire. Mais l'enjeu, moi, le mot que je retiens ce soir, c'est le mot lien, justement. Et nous, on est un lien parmi plein de liens. Et si on est le seul lien à cet endroit vide et inhabité, effectivement, quand on s'en va, on retrouve le vide. Alors on espère avoir laissé quelques belles images dans les mémoires, mais c'est vrai que très concrètement, il n'y a pas. Donc je pense que cette idée du faire ensemble, ce sont et les urbanistes, et les architectes, et les concepteurs urbains, et les paysagistes, et les acteurs culturels. Tout ça doit concourir. Effectivement, ça passe par l'écoute, s'entendre et savoir se parler, plutôt que d'être ultra spécialisés, chacun dans nos domaines. Et voilà. J'ai pas de solution, mais en tout cas, nous, on est prêts à revenir quand il faut. Si, quand même, ce que je voulais dire, pardon, c'est que c'est assez rare, mais nous, on y est de plus en plus attachés, déjà parce que ça fait partie de la mission de service public des théâtres, mais aussi la nôtre, c'est de nous inscrire non plus dans des logiques assez classiques de production, là, je vais volontairement production, enfin création, production d'œuvres et diffusion des œuvres, charge au lieu qui nous accueille de les présenter au plus grand nombre, parce que nous, une fois qu'on est là, on joue. Qu'il y ait 2 personnes ou 2000, et de vraiment penser, mais ça va dans le bon sens aujourd'hui, mais d'arriver à penser, et nous aussi les artistes, des propositions qui peuvent être dedans, dehors, des modalités d'action différentes qui nous permettent, avec les lieux, de se projeter non pas sur tu viens de sortir ton spectacle, je veux t'avoir sur la première ou la deuxième saison, puis sinon, mais plutôt de dire mais on peut pas venir jouer la première saison, mais peut-être qu'on peut faire aussi autre chose, et de créer de la cohérence comme ça de projet, ce qui est très bien pour les compagnies, parce que ça leur permet aussi de se projeter en termes d'activité, mais aussi pour les lieux de concevoir une histoire, un peu comme les histoires qu'on essaie de faire sur une semaine, mais d'avoir un rendez-vous après. Et c'est vrai que nous, cette année, par exemple, à Valenciennes, c'était particulièrement exemplaire, mais c'est vrai, en fait, depuis 10 ans, là, on va refaire une action en lien à l'hôpital, mais je me rappelle qu'il y a 8 ans, on a déjà fait quelque chose à l'hôpital. Alors, c'était les prémices des voyages. Franchement, on n'a pas été super bon, pour être très honnête, parce qu'on ne savait pas très bien comment faire, mais on nous a laissé ce terrain de jeu en connivence avec les services hospitaliers. Ça nous a vachement aidé aussi dans notre projection. Donc
Bon, c'est des exemples vertueux, mais c'est peut-être à reproduire ailleurs, c'est sûr. Voilà. Allez, on va prendre la dernière question parce qu'il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Mais allez-y, madame. Non, je serai très courte. Juste pour dire qu'il y a un paradoxe incroyable parce que plus la densité humaine est importante dans un lieu et plus les gens se sentent isolés. Donc moi, je suis dans la culture également et on travaille beaucoup avec des jeunes qui sont en réinsertion, en reconversion, enfin qui ne trouvent pas leur identité sociale dans la société. Ils sont jeunes et ils sont totalement isolés. Ils restent enfermés chez eux. Donc même s'il y a autour une association, une possibilité de rencontre, ils sont tellement mal, ils n'arrivent pas à habiter leur propre corps parfois, que l'isolement, il est de plus en plus important. Et je pense que le service public, c'est essentiel, bien évidemment, mais le lien, cette construction du lien, d'être à être, d'être à société, à association, c'est essentiel. Et là, les liens sont vraiment distendus ou parfois inexistants. Pour moi, c'est à cet endroit-là qu'il faut travailler aujourd'hui. Merci d'avoir été courte et très claire. Pascal, à vous répondre. Non, je ne vais pas répondre parce que je suis d'accord avec vous, mais je vais ajouter peut-être un truc très important. En 2023, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la solitude et l'isolement étaient effectivement un mal. Il y a une épidémie de solitude dans le monde aujourd'hui. On connaît les problèmes de santé mentale, mais alors les chiffres sur la solitude, ils sont vertigineux. Et notamment chez les jeunes, notamment chez les étudiants. Les statistiques sont très impressionnantes. Et en même temps, en 2023, que l'OMS alertait sur ces problèmes-là, l'OMS expliquait que de nombreuses recherches ont montré que le lien était un facteur de santé. Les liens, la quantité et la qualité des liens sociaux sont des vecteurs de santé. Il n'y a pas que l'approche biomédicale pour la santé, il y a aussi la qualité et la quantité des liens. Et donc le travail que nous faisons, que nous évoquons là depuis tout à l'heure, que vous faites sans doute vous aussi, c'est un travail qui est au service de la santé publique et de la santé individuelle. C'est très important de le rappeler, parce que c'est aussi par ce biais qu'on peut relégitimer nos politiques publiques. Le secteur culturel est très attaqué, comme d'autres services publics, peut-être aussi parce que son narratif, c'est-à-dire sa légitimation, doit être repensée. Il y a des choses qu'on disait il y a 20, 30, 40 ans qui ne passent plus aujourd'hui, et donc refonder notre narratif, c'est peut-être aussi, entre autres, parler de ces questions relationnelles qui sont fondamentales, qui ne vont pas de soi. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, c'est que la dimension relationnelle de nos sociétés, elle nécessite des supports, des infrastructures de la relation. C'est l'importance de l'aménagement des espaces publics, de l'aménagement des quartiers politiques de la ville, mais en général, des villes sont des infrastructures de la relation, plus ou moins favorables à la relation, justement, ou le travail que nous menons dans le secteur dit culturel. Je dis dit culturel parce que vous avez compris que de mon point de vue, le champ social, c'est le culturel aussi. Enfin, on fait tous un travail culturel en vérité. Il est spécifique dans le champ dit culturel parce que c'est avec les artistes, mais sinon on est tous des acteurs de la culture, c'est-à-dire qu'on produit tous du lien. Et donc ça suppose, encore une fois, des activités, des professionnels, de la relation. Voilà, on parle aujourd'hui de plus en plus non plus de relations publiques ou d'action culturelle ou de médiation, mais de professionnels de la relation. Et c'est bien parce que c'est ça le sujet. Et ça demande une attention, ça demande un savoir-faire, ça demande des connaissances, ça demande une éthique aussi. Et c'est ça le sujet. Et donc ça suppose, encore une fois, une infrastructure, ça suppose des métiers, de l'argent, des services publics, parce que, encore une fois, ça ne va pas de soi. Et ce que vous avez dit très justement en pointant ces problèmes de solitude et d'isolement, c'est une réalité majeure, c'est une souffrance chez des millions de personnes. C'est aussi de l'argent d'ailleurs, parce que ça coûte de l'argent finalement à la société. Et c'est un sujet, un objet qu'on devrait mettre au cœur de nos discussions beaucoup plus, en montrant qu'on travaille aussi pour améliorer, encore une fois, le lien social, mais du coup la santé publique, la santé des personnes. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous et toutes d'être venus ce soir. Je vais terminer avec une pirouette parce que je suis très content qu'on ait terminé avec le thème de la santé aussi, parce que ça montre à quel point ces débats organisés et lancés par le Syndeac ont une cohésion et des liens avec tous les débats qui sont menés dans toutes les villes, puisqu'on était à Marseille il n'y a pas très longtemps pour parler de la santé, et on est arrivé au terme de cette discussion en se disant effectivement la santé n'est pas juste d'un bout du service public, tout ça est lié, et si les services publics ne retissent pas des liens,
les uns avec les autres, on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'était une belle façon aussi de montrer à quel point ces débats sont intéressants et importants. Merci à toute l'équipe du Théâtre du Phénix. Merci à Bastien et à Ludivine qui ont interprété toute cette discussion en langue des signes. Et merci encore à vous et à toute l'équipe.